On va parler des annonces Apple qui ont eu lieu là, il y a quelques minutes avant qu'on enregistre cet épisode. On a aussi des infos sur l'IFA, le salon à Berlin, où on a des infos d'innovation technologique et gadgets, mais dans lesquels il y a forcément de l'intelligence artificielle. Et puis des sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus graves, que Guillaume a intitulé comme étant « Jour du jugement dans le conducteur ». Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 9 septembre 2025. C'est l'épisode 423. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et puis, je retrouve quelqu'un qui m'accompagne comme maintenant dans chaque épisode incontournable de Tech Café. Il est à la tech ce que l'azote liquide est à la cuisine moléculaire. Il est également à la tech ce que la planche de stickers est un agenda de collégien. C'est Guillaume Poggiaspala. Oui, les stickers, évidemment. Bah oui. Toi aussi, tu mettais des petits stickers sur ton agenda ? Non, franchement, non. Mais bon, disons que... Voilà, moi, je me dis juste que je suis complètement à la ramasse, là, puisque je n'ai pas regardé les annonces Apple. Enfin, très très rapidement, et donc j'ai rien vu, quoi, parce que je savais déjà, en fait, ce qui allait être annoncé, plus ou moins, mais bon, on va en reparler. Bah oui. Et effectivement, on va en reparler. Vous attendez pas à des grandes surprises. Si vous êtes habitué à suivre les rumeurs, bien entendu, on a 2-3 trucs qu'on pourra partager. Puis vous le savez, c'est un peu l'habitude aussi dans Tech Café. On a des annonces sur les processeurs. Là, il y a les A19 et A19 Pro. Évidemment, ce sera intéressant aussi de lire un petit peu ce qui est dit dans les jours à venir sur ces nouvelles puces. Et puis voilà, il y a 2-3 éléments matériels qu'on va pouvoir partager. Ne vous inquiétez pas, rien d'incontournable dans cette annonce, mais on va pouvoir le partager ensemble. Quelques mots. La semaine dernière, j'enregistrais Tech Café avec des soucis dentaires. J'ai enfin résolu mes problèmes dentaires pas plus tard que ce matin. J'ai retrouvé la sensation de la totalité de ma bouche. Je ne suis plus anesthésié, donc c'est formidable. Je suis revenu aussi d'un week-end incroyable de Lyon, où il y avait les Worlds de Fortnite, donc les finales des championnats mondiaux FNCS, donc qui avaient lieu à Lyon pour la première fois donc en France. C'était incroyable. Je ne vais pas en parler plus que ça dans cet épisode, mais j'envisage de faire un petit segment dans mon blog audio perso de la voix de Guillaume, et peut-être que je le diffuserai aussi dans le flux du podcast en fin de semaine, je verrai. Mais en tout cas, c'était un super bel événement. Et puis peut-être que je pourrais être amené à en discuter avec vous sur Discord, donc techcafé.fr/Discord si vous n'êtes pas déjà présent sur le serveur Discord. Et puis, je fais maintenant presque systématiquement donc des lives le vendredi matin. Le vendredi dernier, j'ai fait le début du montage de mon imprimante 3D, la Prusa Core One, que j'avais reçue en kit il y a de ça quelques mois. Je vous en avais parlé depuis longtemps. Ça y est, ça a commencé. Donc, si jamais vous avez envie, pendant que vous bossez, d'avoir un fond comme ça d'un Guillaume Vendée qui monte son imprimante 3D, et évidemment, c'est l'opportunité de discuter avec vous d'autres choses, je vous invite à aller sur Twitch. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à celles et ceux qui soutiennent Tech Café sur Patreon. Hélas, cette semaine, je n'ai aucun nouveau soutien à vous annoncer. À croire que si vous vouliez soutenir Tech Café, vous l'avez fait cet été et que vous n'avez pas été sensible à mon appel du pied pour soutenir Tech Café sur Patreon. C'est pas grave, je vous en reparlerai au cours de l'épisode. Une chose qui n'est pas abandonnée en revanche, et c'est peut-être le plus important à notre cœur en tout cas, c'est les échanges qu'on a avec vous sur Discord, des échanges que tu surveilles toujours de très près, Guillaume. Oui, c'est vrai que dans les retours de la semaine, il y a eu quelques réactions sur les chatbots qui sont trop humains, qui ont des réactions qui semblent trop empathiques, trop sensibles, trop sympas, quoi. Ce qui est trompeur, évidemment, parce que les chatbots ne ressentent rien, donc c'est trompeur, parce qu'ils sont pas sympas en vrai. C'est des enfoirés. C'est trompeur et potentiellement dangereux, comme on l'a vu la semaine dernière, comme on va le voir encore un petit peu cette semaine. Alors bon, cela dit, est-ce que ça serait mieux qu'on oblige tous les chatbots à être des gros sociopathes ? Alors moi, je trouve ça assez marrant, le chatbot qui veut pas te parler, tu sais, que ça saoule de faire le boulot, oh là là, c'est pas possible qu'il t'envoie paître si t'essaies de socialiser. Et j'ai vu passer plusieurs articles cette semaine qui illustrent que le problème, en fait, c'est pas eux, finalement, c'est nous, comme d'habitude, puisque bon, il y a un article sur Rest of World qui décrit un cas qui va devenir un parmi tant d'autres, en fait. C'est vraiment assez banal, finalement. C'est le cas d'une mère chinoise de 57 ans qui préfère DeepSeek à son docteur officiel. Oh, elle est malade, pourtant, sérieusement. C'est une transplantée du rein et ça va pas fort. Elle doit faire des examens réguliers, elle doit adapter ses médocs, tout ça. Et ben elle habite dans une petite ville et elle doit faire 1h30 de bus pour aller dans un hosto de la mégapole la plus proche, quoi. Et puis là, elle va faire la queue parmi des milliers de clients pour voir, de patients, pardon, pour voir un toubib pendant 3 minutes, 5 minutes, ça a de la chance, parce que les hostos en Chine, comme ailleurs, ils sont mal dotés par le gouvernement et les toubibs, ils seraient très très mal payés s'ils faisaient pas les opérations, des services supplémentaires, un petit peu tout ça. Et surtout, s'ils faisaient pas du chiffre. Donc les hostos, ils sont concentrés dans les grandes villes, là où ils deviennent finalement des usines, quoi. Et les patients passent à la chaîne, et résultat, cette mère de famille, elle en a eu marre, un jour, elle a installé DeepSeek, et puis lui, il répond à tout.
il donne des conseils, il commente ses résultats d'analyse. Elle lui a même envoyé une échographie une fois qu'il a commenté. Et puis bon, DeepSeek, il est patient, il est empathique, il la soutient, il est là, résultat, ce sont les tweets qu'elle trouve désormais mécaniques. C'est fou, hein. Il lui donne des conseils d'alimentation, de posture, des remèdes doux, des remèdes qui sont pas forcément géniaux, parce que sa fille, elle est partie au Canada, ou aux États-Unis, je sais plus, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, elle est loin, et elle a montré ses chats avec DeepSeek, enfin les chats de sa mère à des tweets. Et bon, tout n'est pas faux, attention, hein, mais il y a une myriade d'erreurs d'approximation, voire de trucs qui sont carrément faux, quoi, comme manger du lotus, par exemple. Apparemment, manger Oh du là là. lotus, ça sert à rien. Ça Et paraît poétique comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit très ouais, utile sur le plan de la médecine. Et bon, des trucs dangereux sur le long terme, parfois même. Alors bon, les chatbots sont empathiques, mais pas forcément très psychologues. D'ailleurs, un jour, elle lui a dit qu'en moyenne, la greffe qu'elle a faite, là, elle tient à peu près 5 ans en moyenne. Du coup, tu flippes un petit peu quand même, hein. DeepSeek, il est pas tout bib. Et donc, il fait ce qu'il peut, lui aussi, parce que c'est pas son boulot quand même, hein. Et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de tout bib, parce que les patients n'y ont pas accès. Le vrai problème, c'est la solitude aussi, quoi. La fille, elle est loin, cette mère, elle est divorcée. Bon, voilà, c'est toujours ça, en fait, le truc, hein. Le problème, c'est nous, quoi. C'est les problèmes de nos sociétés, hein. Ils viennent remplir des trous en Corée. T'as des poupées équipées de ChatGPT qui tiennent compagnie à des vieilles personnes, qui sont très contentes, par ailleurs. C'est des poupées Yodel, c'est des grosses poupées un peu souples comme ça, avec un machin qui brille dedans et qui répond à la voix. Ce sont aussi des détecteurs, hein, qui appellent les secours si rien ne bouge pendant un peu trop longtemps, c'est que ouais, c'est un peu suspect. Les conversations sont aussi lues par d'autres personnes d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi un moyen de fliquer les vieux. Et oui, tu peux fliquer ton Mmh. vieux via la poupée, c'est ça qui est intéressant. Il y a des moniteurs qui envoient, enfin des moniteurs qui donc monitorent les gens, quoi, qui envoient vers des psychologues s'il y a des problèmes, ou s'ils discutent trop de suicide, évidemment. Alors c'est pas très nouveau, hein, il y avait Paro, le phoque robot, hein, qui ronronne, hein, Ouais. à l'époque, c'est loin. Et puis, c'est une continuité tout ça entre Paro et Yodel, il y a eu plein d'étapes. Maintenant que les IA ont passé le test de Turing, c'est sûr qu'elles vont pallier à nos absences de plus en plus souvent, hein. Et qu'est-ce que tu veux penser de tout ça? C'est très compliqué, quoi. La solitude, ça touche pas que les vieux, hein, là je prends l'exemple de Yodel, mais voilà. Puis Mmh. bon, tout le monde a besoin de plus de médecins, de plus de profs aussi, de plus de compagnons de jeu. C'est beaucoup, beaucoup de marché pour des robots sociaux, et donc oui, les robots sociaux, c'est notre faute, quoi, c'est tout. Alors voilà, des fois, tu suspends ton incrédulité comme ça, il faut suspendre son incrédulité, mais tout en restant conscient qu'on est devant une fiction. Alors parfois, c'est facile, hein, devant un film Marvel ou Jurassic Park, hein, Ouais. de rester bien conscient que c'est une fiction. Parfois, c'est plus dur. À ce titre, il y a une fonction qu'OpenAI vient de rajouter qui est assez utile, c'est les Ouais. conversations arborescentes. Car vous pouvez remonter le chat et demander de créer autant de nouvelles branches de conversation que vous voulez. Et ça Ouais. montre bien que en face, t'as pas une personne avec un fil de pensée linéaire qui te parle. Complètement. C'est très Tu intéressant, vois ouais. vraiment que cette conversation, finalement, n'est qu'une illusion, finalement. C'est juste un des trucs possibles. L'aspect pratique, hein, de cette fonctionnalité, c'est de dire: «Je reprends la discussion telle qu'elle était à un moment» et puis, du coup, il a comme historique de conversation que ce qui a eu lieu jusque-là, donc il n'est pas réinfluencé et puis, effectivement, ça permet quelque part de manipuler les réponses et de les façonner, selon des besoins bien spécifiques donc c'est pas mal ça, hein, comme fonctionnalité. Je pense que ça va se déployer probablement dans toutes les interfaces. C'est là aussi où OpenAI sont pas mauvais, il faut le reconnaître, je pense. C'est qu'ils instaurent comme ça un peu des standards d'usage avec les chatbots par IA et évidemment, ça fait partie de l'expérience qui est intéressante avec ChatGPT, même si ça se déploie un petit peu partout après derrière. Sans autre forme de procès, on parle un petit peu, de ce qui s'est passé avec, la conférence Apple donc qui a eu lieu, il y a quelques minutes au moment où on enregistre cet épisode, où des nouveaux iPhones, des nouveaux AirPods et de nouvelles Apple Watch ont été présentés. Alors, je pense qu'il serait vraiment, suicidaire et inintéressant de faire un résumé complet de tout ce qui s'est passé. Moi, je voulais juste partager un petit élément. Il y a, la gamme d'iPhone qui se met à jour avec, évidemment, l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone 17R. Donc, il n'y a pas 2 tailles d'iPhone 17 standard, il n'y en a qu'une. Il y a juste 2 tailles différentes pour le Pro. Et vraiment, je suis marqué et on le dit à chaque fois et on se répète chaque année, mais de dire à quel point l'innovation dans le smartphone devient très incrémentale et ce sont des petites touches de choses qui se rajoutent. Rien, rien, rien qui nécessite, à moins d'usage bien particulier dans un domaine professionnel par exemple, de changer d'iPhone tous les ans, sauf à ce qu'on soit particulièrement fan et surtout très riche. Mais cette année, ça se voit encore peut-être plus que les autres années. On a la gamme qui vraiment change très très peu, avec certes un nouveau processeur, le A19 et le A19 Pro pour la version Pro du smartphone et pour la version R, qui sont des smartphones qui sont gravés en 3 nanomètres et qui promettent il y a un rapport efficacité énergétique et puissance qui est a priori très intéressant.
Et pour le 17 Pro, cette intégration, malgré tout, d'une chambre à vapeur, ce qu'on avait vu sur d'autres smartphones qui permettent de mieux dissiper la chaleur, mais qui, je crois, vraiment, on n'avait jamais vu sur un iPhone, qui arrive désormais sur cet iPhone 17 Pro pour, évidemment, tirer parti encore plus de cette puissance qui est proposée par le 19 Pro. On a une nouvelle Apple Watch, donc l'Apple Watch Ultra 3, l'Apple Watch SE 3 et l'Apple Watch Series 11. Mais vraiment, là aussi, c'est incroyable de voir à quel point, franchement, si vous avez des montres des années précédentes, j'allais dire même des 2 années précédentes, à moins que vous ayez vraiment un besoin de renouvellement, c'est très, très à la marge. On a, allez, principalement peut-être le fait qu'il y ait la connectivité cellulaire, par satellite, qui arrive sur l'Apple Watch Ultra et la 5G sur les versions cellulaires sur les smartwatches. Vraiment des innovations très, très à la marge. Et puis, la dernière chose, quand même, ce sont les AirPods Pro 3 qui sont très cool, qui sont plus puissants encore dans leur fonctionnalité de réduction de bruit actif. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le mode transparence aussi s'améliore un petit peu. On entend encore mieux les voix et on a, j'ai l'impression, encore plus le sentiment de ne pas porter d'écouteurs quand c'est en mode transparence. Et vous allez me dire, quel intérêt? Eh bien, peut-être de profiter de cette fonctionnalité qui est intégrée avec les AirPods Pro 3 qui sont, c'est très cool, la traduction en direct. Et oui, vous avez des AirPods Pro 3 dans les oreilles, vous mettez le mode transparence, vous conversez avec la personne en face de vous. Si elle parle dans une autre langue, ça va vous le traduire. Alors attention, c'est pas une traduction avec les intonations de voix comme on commence à le voir arriver dans la traduction par intelligence artificielle, qui est maintenant, j'ai l'impression, le standard de ce qu'on attend. Il y a une traduction sans les émotions, mais vous avez quand même la personne en face de vous qui parle dans n'importe quelle langue compatible. Je n'ai pas la liste des langues qui sont compatibles sous les yeux, mais j'imagine que c'est malgré tout assez large, et au moins j'imagine français, anglais, espagnol. Et derrière, quand vous conversez derrière avec cette personne, si elle-même a des AirPods Pro 3, en live, elle a aussi cette traduction. Alors en live, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est réactif, mais j'avoue, c'est cool. C'est pas les seuls à le faire, mais voilà, ça se déploie aussi sur des nouvelles versions d'AirPods chez Apple, avec une autonomie qui est plus importante. Et ça aussi, c'est un truc qui est important à souligner. Aucune exhaustivité dans cette synthèse, plutôt une volonté d'aller un petit peu vite à l'essentiel pour vous dire ce qu'il ne fallait pas manquer. Les précommandes commencent ce vendredi pour être livrées la semaine prochaine, le vendredi prochain. Tout cela intégrera que vous ayez un nouvel iPhone ou un iPhone compatible, la nouvelle version iOS 26 qui intègre ce Liquid Glass, donc cette nouvelle interface de design d'Apple. Franchement, c'est vraiment l'année parfaite pour se dire je ne change pas de produit sauf si vraiment je l'ai gardé jusqu'au bout. Et vous pouvez tout à fait vous satisfaire des produits précédents. C'était un petit peu le conseil conso qui commence à se répéter chaque année, mais qui se confirme une fois de plus. Voilà, je ne sais pas si parmi les quelques mots-clés que j'ai partagés, Guillaume, il y a quelque chose qui te fait bondir ou au contraire qui t'intéresse. Je ne sais pas si ces A19 Pro seront de nature à t'intéresser. Il y a juste un point de détail qui nécessitera ton éclairage peut-être au prochain épisode, Guillaume. C'est les corps GPU de l'A19 Pro qui intègrent là des composantes neuronales, donc dans le processeur. J'ai pas compris exactement de quoi ça relevait. Je sais pas si là, à chaud, tu as l'impression que ça peut être une vraie innovation. C'est un petit truc que j'ai remarqué qui me paraissait il y sympa. avait déjà des NPU dans les... Alors, en plus des NPU, en fait, il y a des composantes liées à l'intelligence artificielle dans les cœurs GPU. Je te le dis peut-être très mal et sans doute que la semaine prochaine, tu auras l'opportunité de revenir dessus. Je vais être très clair, hein, j'ai pas du tout regardé ce truc-là. En fait, ça vient de se terminer, faut dire. C'était vraiment à 19h, là, donc j'étais pas du tout dispo et j'ai pas du tout regardé, donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose. J'ai vu un résumé très, 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 très succinct et effectivement, oui, alors ils ont présenté leur iPhone Air qui a l'air très, très fin, effectivement. Et très, très fin. Oui, alors oui, effectivement, non, mais j'insiste pas assez là-dessus. Tu fais très bien de le souligner. Il est très, très fin, il a l'air très, très fin, très, très beau. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis pas trop client d'un truc super, super fin si il y a des grosses, des grosses contraintes et des grosses concessions. Est-ce que, je sais pas, ils ont parlé des concessions qu'il fallait faire? Enfin, tu vois, par exemple, est-ce que vraiment l'autonomie est moins bonne? Est-ce que vraiment il chauffe plus? Je sais pas, enfin des trucs. C'est hyper intéressant que tu donnes ces éléments-là. Sur l'autonomie, un truc que j'ai remarqué tout au fil de la conférence, c'est que désormais, et c'était un petit peu le cas pour les montres, mais ils le généralisent pas mal, ils parlent de l'autonomie sur une journée. Voilà, vous avez votre appareil dont l'autonomie dure toute la journée, ce qui pour moi
est pas suffisant en fait quand on sait ce qui se passe ailleurs. Mais enfin bon, ça leur évite de rentrer dans des détails trop importants. Effectivement, cet iPhone Air, il le présente comme ayant une autonomie qui dure une journée. Donc c'est suffisamment flou. Quand tu compares l'autonomie avec les autres, bah, tu sens qu'il y a un peu moins quand même d'autonomie, mais ça me paraît pas complètement drastique. Et le fait que ce soit la puce A19 Pro, tu vois, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils mettent l'A19 Pro dans la version de l'iPhone 17 Pro pour vraiment optimiser la puissance, tu vois, avec la chambre à vapeur et vraiment le faire suer le processeur jusqu'au bout avec tous les Processeur à cœurs vapeur. intégrés. Et sur l'iPhone Air, eh ben, ils tirent parti vraiment de cette optimisation de la consommation d'énergie avec le processeur pour avoir quelque chose de très fluide sans doute, mais qui consomme pas trop d'énergie. Et effectivement, la batterie a l'air de plutôt bien tenir. Il y a la concession aussi sur les objectifs d'appareil photo où il n'y en a qu'un, même s'il y a évidemment cette espèce de souplesse dans la possibilité de prise de vue qu'on connaît aujourd'hui avec un seul et même objectif. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Ça a l'air honnêtement très satisfaisant pour qui veut un iPhone très fin. Et tu sais, c'est le genre de truc où les journalistes maintenant disent, ça a été vu avec ce qu'a fait Samsung avec l'équivalent bien entendu, c'est que ça paraît pas fou comme ça, mais il paraît que quand on les a en main, c'est vraiment un truc qui change la donne. Moi perso, j'en suis pas convaincu. Clairement, je vais pas me jeter dessus. Mais on peut espérer que ce soit quelque chose qui arrive un petit peu en standard. Je pense aussi que ça préfigure le fait qu'il y aura un iPhone pliant, hein. Ouais, je suppose qu'il n'y a pas eu de démonstration pour couper le saucisson avec ou ce genre de truc? Non. Non, ça Non, c'est les influenceurs qui vont s'en charger, Guillaume, tu t'en doutes bien. j'espère. Donc voilà, si un dernier élément quand même matériel qui est cool, c'est qu'il y a un capteur carré de bien plus grande qualité en façade maintenant sur les iPhones, ce qui va permettre, et ça va te faire plaisir, j'en doute pas une seule seconde, de faire des selfies en tenant son iPhone à la verticale, mais en faisant des photos horizontales. Si ça va pas changer notre vie, C'est Guillaume, magnifique. l'univers des influenceurs s'ouvre à nous. Allez, du coup, on va plutôt se tourner vers l'IFA, ce salon de Berlin qui s'est déroulé la semaine dernière. Il y a eu, alors moi j'ai vraiment suivi, j'ai pas eu l'occasion de suivre l'IFA, donc tu vois chacun a notre petite tare entre guillemets, t'as pas suivi la présentation Apple, moi j'ai pas du tout suivi l'IFA, mais j'ai la chance quand même d'avoir suivi les infos au travers du conducteur et de la sélection que tu as préparée. Et effectivement, peut-être qu'on peut commencer par cet effet d'affichage parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de nos auditeurs qui, comme toi et comme moi, Guillaume, ont déjà eu cette expérience de voir un film où ce film, il est tellement sombre qu'en fait, on voit pas ce qui se passe. Les films, maintenant, ils sont pensés avant tout pour le cinéma et quand on les voit sur nos écrans, on voit pas bien et a priori, j'ai l'impression que tu vas pouvoir nous présenter ce qui veut être une solution à ce problème. C'est un nouveau format, le Dolby Vision 2 HDR, qui nous promet de résoudre pour toujours ce problème, c'est ça? Pour toujours, oui, bah oui, c'est ça. Il se trouve que Dolby a présenté aussi sa nouvelle norme Dolby Vision 2, donc qui est son format HDR, hein, bah, disons en marge de l'IFA, on va dire. Et d'ailleurs, il y a des appareils hein, qui sont compatibles Dolby Vision 2, mais pas forcément complètement, parce qu'en fait, bon, écoute, bah, vous devinerez jamais. Hein. Qu'est-ce que va intégrer Dolby Vision 2, à votre avis? Une image avec une plus grande dynamique de couleurs et de Non, non, luminosité non, et un non, non, meilleur non, son. mais non, mais non, qu'est-ce que tu veux que ça intègre? Ça intègre de l'IA, évidemment. Hein. Ah, C'est fou. pardon, Eh mais oui, qu'est-ce que je... c'est fou. Je n'ai pas pu tilter en 2026, 2025, Incroyable, évidemment, mais c'est de si, mais l'intelligence oui. artificielle, bien Donc sûr. dedans, Dolby Vision, voilà, Dolby Vision, ce sera aussi une IA qui regarde le film comme vous, hein, en même temps que vous, et qui décide de comment régler l'image pour que tu aies la Ah ben meilleure oui, expérience possible. Alors en l'occurrence, c'est vrai que si tu vois ces séries très sombres où tu vois que dalle pendant un quart d'heure, là, c'est ben, chiant. Dolby Vision 2 peut décider qu'effectivement on voit que dalle et changer la luminosité en conséquence. Mais bien sûr, pour que ça marche de manière optimale, il faut aussi qu'il sache où tu regardes le truc. Si tu le regardes à 1 h du matin ou si tu es dans ton salon en après-midi de juillet à Nice, ben, c'est pas pareil, et donc il faut qu'il sache Effectivement. ça. Donc il lui Ouais. faut des infos, il faut des capteurs en fait pour fonctionner complètement, pleinement. Et donc s'il n'y a pas de capteur, ben, on n'aura pas la totalité du standard Dolby Vision 2, il y aura une Ok. version standard, quoi. Une version comme avant, un peu plus ou moins. Après, le but de Dolby Vision, c'est aussi d'intégrer, bon, après, il y a d'autres nouveautés qui vont hérisser certains, voilà, des trucs qui vont hérisser des gens, j'imagine. Le contrôle du framerate, par exemple, Mm. plan par plan. Parce que Dolby Vision 2, donc, veut donner encore plus de contrôle au créateur, hein, qui pourra, par exemple, choisir comment devra être vue telle ou telle scène, jusqu'à la fréquence d'image, en réalité. Telle scène lente, je sais pas, peut-être on pourra être en 24 FPS, quoi. Alors qu'une scène rapide pourrait être en 60 ou 120, hein, que sais-je, hein, donc pourquoi pas. Et donc, évidemment, ça va être une source intarissable de combat sur Reddit, et ça, c'est toujours très rigolo. Et c'est vrai que, bon, voilà, à l'IFA, il y avait déjà des appareils qui étaient compatibles Dolby Vision 2,
Bon, puisqu'on est dans les images d'ailleurs, il y a eu des chouchous du salon, on va dire, et puis peut-être le truc le plus marquant, enfin un des trucs les plus marquants au niveau de l'image, c'est qu'il y a une grosse offensive des Chinois, on va dire, sur le haut de gamme, Mmh. qui fait, vraiment enfin qui peut vraiment faire des trucs assez, enfin ils peuvent faire des trucs assez sympas. Par exemple, il y a XGIMI. XGIMI fait son intéressant avec son Titan, qui est son premier projecteur orienté pro quand même, hein, puisqu'il est 4K, il fait 5000 lumens, double laser dedans pour atteindre les 5000 lumens. Il a un DLP avec un contraste, vraiment important, hein, 5 millions pour 1, il paraît. Il a un lens shift C'est beaucoup. très généreux, donc vous pouvez le foutre un petit peu où vous voulez. Voilà, c'est très bien adapté aux salles de conférence ou à l'événementiel, quoi. C'est assez adaptable, et puis c'est un segment de marché qui est réservé d'ordinaire à Sony, Epson ou JVC, ça, hein. Et on associe souvent les marques chinoises à des projecteurs, bah, soit des projecteurs carrément un peu joués à 300 lumens, qu'on trouve à, je sais pas, 50 balles, hein, vaguement, ou on trouve sur Alibaba ou voilà, ou sur Mmh. Amazon. Et puis, il y a aussi de bons milieux de gamme comme XGIMI, hein, qui vraiment, bah, qui font déjà des bons projecteurs, mais là, ils tapent vraiment carrément là où ça fait mal. Parce que le Titan, il coûte 4000 balles. Il fait 11 kilos, hein, c'est un beau bébé. Mais en fait, 4000 balles, c'est pas très, très cher parce que si tu veux voir chez Sony, un projo 4K certifié Dolby Vision 2 du calibre, de ce truc-là, Mmh. chez Sony, bah, on peut voir un Bravia 7 par exemple. Le Bravia 7, c'est 7 000 € et c'est Mmh. 2500 lumens. Donc non, c'est vraiment intéressant, quoi. Bon, il y a aussi d'autres trucs, mais voilà, il y a quand même une belle offensive des Chinois sur le très haut de gamme comme ça. Bon, bah, c'est cool quand même de voir que l'image, continue à être quelque chose qui va se développer. C'est vrai qu'on est d'accord, c'est comme le son, hein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre salon de voir des films ou des séries où vous jouez avec le volume de la télécommande pour essayer de gérer un petit peu le volume du son. C'est le cas aussi effectivement pour les films où tu as des scènes hyper sombres, où parfois tu comprends pas très, très bien ce qui se passe. Ça a été très bien documenté, par, plusieurs vidéos que j'avais pu regarder sur YouTube. C'est vraiment parce que les films sont calibrés pour le cinéma et qu'on n'a pas du matériel qui est adapté, pour avoir cette expérience-là. J'espère que grâce à l'intelligence artificielle, effectivement, on aura une solution. Alors, il n'y avait pas que l'image à l'IFA qui a retenu ton attention. Il y a aussi des vélos énormes avec, des autonomies qui sont aussi grandes que des voitures électriques qu'on peut acheter aujourd'hui dans le commerce. Et puis, du nouveau aussi dans le monde du drone. Ça continue à se développer aussi dans ce domaine. Oui, enfin, un petit segment mobilité en quelque sorte, hein, parce Ouais, qu'on commence à enfin, bon, on va dire que c'est une mobilité, mais enfin, c'est vrai qu'on va commencer, par un concept et après c'est vrai que c'est un drone, donc c'est peut-être pas forcément bien choisi, mais voilà. Donc ce concept, c'est quoi? C'est vrai que c'est pas encore un produit commercial, mais peut-être bientôt. C'est un vélo électrique qui a une autonomie de 400 kilomètres. Et oui, ça c'est quand même assez c'est impressionnant. beaucoup 400 kilomètres, hein. C'est une voiture électrique, en fait pas tant, hein. La R5 de Renault en version de base n'en fait pas autant donc Non, c'est fou, hein, et d'ailleurs, c'est Zendure, donc qui est spécialiste de la batterie, hein, qui fait un vélo qui est un vélo cargo. Alors, comme il faut une grosse batterie, bah ouais, il faut quand même la placer quelque part. Du coup, autant l'intégrer dans une sorte de gros coffre que tu mets c'est devant le malin. vélo. Et du coup, bah, ce vélo est beaucoup plus encombrant, c'est sûr, mais il est aussi plus pratique parce que bah, c'est un coffre, hein, tu peux mettre des tas de trucs dedans, c'est rigolo. Le coffre est plein, évidemment, il n'y a pas que la batterie dedans, quoi, il y a quand même pas mal de Mmh. place. Et du coup, 400 kilomètres, c'est le mode pépère, mais tu peux même passer en mode sport, on va dire, où le vélo va sans doute plus vite, quoi, mais là, tu as une autonomie qui n'est que de 200 kilomètres, ce qui est déjà pas négligeable. Et en plus, ça supporte une charge rapide, donc tu peux récupérer 100 kilomètres en 1 heure environ, et tu peux même mettre un panneau solaire sur le coffre, et du coup, la batterie se charge toute seule, et alors, ils annoncent 30 kilomètres pour 1 heure d'ensoleillement, qu'on devine optimal, hein. Et puis une batterie pareille, évidemment, bah, c'est largement assez dû pour recharger ton portable, ta Switch, ce que C'est tu veux. génial. Donc c'est Ah assez oui. pratique, et évidemment, c'est aussi équipé d'un GPS et d'un verrouillage NFC. Alors, je connais pas grand-chose au monde du vélo, hein, moi je l'avoue perso, c'est pas mon truc, mais franchement, c'est vrai que ça m'a l'air assez convaincant comme proposition. Pour les endroits où il pleut pas 300 jours par an, bah, ça peut être sympa, quoi. Genre pas pour la Bretagne, quoi, Par exemple, la Bretagne, bon, bah, ou la enfin, Picardie. oui, il faut, voilà, il faut s'équiper. Je vais aussi repérer un truc complètement différent, vraiment, qui rentre pas vraiment dans le cadre de la mobilité, effectivement, mais bon, On qui te me fait un peu pardonne. Moi, rêver. je l'associe à la mobilité, ça bouge. Ça bouge, ouais, c'est des trucs qui bougent, c'est mobile, pour moi c'est mobile. Et c'est vrai que ça me fait un peu rêver, c'est le premier drone qui filme à 360 degrés et en 8K. Et c'est un drone qui est FPV, et donc tu peux littéralement t'envoler. Voilà, tu t'envoles. FPV, First Person View, c'est-à-dire que vous voyez ce que voit le drone, quoi, en gros, hein. Exactement, vous avez des espèces de grosses lunettes, c'est une sorte de petit casque vert, hein, que tu te mets. Et en fait, bah, c'est quand tu le mets, tu vois ce que voit le drone. Et comme le drone, il voit à 360 degrés, bah, toi aussi, tu peux voir à 360 degrés. Tu es littéralement immergé, voilà, comme si tu étais le drone.
le drone va recréer une bulle vidéo à 360, hein, les flux 4K sont rattachés en temps réel pour créer la bulle, et c'est renvoyé aux lunettes VR qui sont fournies, et toi, évidemment, tu vois pas le drone, tu vois juste le paysage sous tous les angles, et en 8K, et puis tu peux voler comme ça tranquille. Le drone est piloté par 2 manettes, tu en prends une dans chaque main, il y a gâchette et stick, c'est très intuitif. Le drone est très compact, hein, il s'appelle A1 Anti-Gravity, enfin Anti-Gravity c'est le nom de la startup en fait, hein, qui est en partie financée par Insta360, qui elle-même est très connue pour ses caméras panoramiques, hein, donc voilà, ça vient pas de rien, mais bien sûr, tu peux donc voler comme ça, te balader, et puis tu peux enregistrer bien sûr et faire des montages et des recadrages a posteriori, puisque le drone filme tout, donc tu peux choisir ce que tu vas garder dans ta vidéo finale, et ce qui peut être super utile, quoi. Alors, vu la taille du drone, j'imagine que l'autonomie doit pas être super longue, mais vraiment voler comme ça, comme un oiseau, enfin, je sais pas, ça fait un peu envie quand même, hein. Donc ça sort en janvier prochain, et désolé, j'ai pas le prix. Oui, pour les cinéastes, ça doit être assez génial. C'est sûr que le drone, c'est vraiment un truc qui est, je pense en plein déploiement alors que, je pense qu'on l'aurait pas imaginé, durer tant que ça et en fait ça s'installe et surtout je pense qu'il y a aussi, toute l'innovation d'ailleurs, dans le domaine militaire. Enfin on le voit, hein, la guerre en Ukraine, c'est vraiment le déploiement de l'innovation du drone, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des choses qui se passent sur l'amélioration de l'expérience comme ça en FPV avec de la 8K. Est-ce que tu penses, Guillaume, qu'on aura droit dans 1 ou 2 ans à un flight simulator qui intégrera une simulation de drone en FPV? Moi, je ne comprends pas que ça n'existe pas déjà, en fait. Ouais, bah, pourquoi pas, mais d'ailleurs, il y a un mode de drone, en fait, dans Flight Simulator, déjà. Ah, c'est vrai? Ah Ouais, bah d'accord, il y a un bon, petit c'est mode déjà drone, fait. Bon, je suis complètement quelque has-been. part. C'est Bon, un c'est pas grave. ouais, bon. Ouais, bah, Je pensais être visionnaire. Au salon IFA de Berlin, il y a aussi du nouveau dans le domaine de l'éclairage intelligent. Si vous avez des ampoules connectées, des ampoules Philips Hue, il va y avoir une évolution qui risque de vous plaire, qui va être même, je pense, assez dingue. Tu vas nous dire ce que tu en penses, Guillaume. Elles vont désormais tout simplement identifier si quelqu'un est présent dans la pièce. C'est génial. oui, c'est vrai qu'il y avait un gros focus lumière connectée sur le salon, hein, et c'est vrai qu'il y a un gros changement chez Philips avec donc ce nouveau pont Hue pour les lumières connectées. Alors c'est un renouveau du pont, qui est justifié, donc c'est un nouveau pont parce que celui-là rajoute des nouvelles fonctions qui plairont évidemment sans doute à certains, c'est la détection de mouvement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche avec les anciennes ampoules, les ampoules Hue actuelles. Alors pourquoi changer de pont? Alors c'est vrai Ouais, que un pont, on rappelle, hein, c'est l'espèce de boîtier serveur qui concentre le fonctionnement de tous ces appareils. ouais, c'est lui qui Voilà. qui discute en Zigbee avec vos ampoules. Et parce que la détection se fait justement en analysant les perturbations du champ électromagnétique des réseaux des signaux Zigbee. Et le matériel Hue utilise déjà ce protocole, hein, donc il n'y a pas Ouais. grand-chose qui change. Une détection de mouvement utilise donc des signaux de 3 appareils dans une pièce et monitore les perturbations. Quand tu passes devant, quand tu bouges, de toute façon, tu perturbes le champ. Et donc ça change le profil du champ et c'est ça qui sert à la détection. Les ampoules donc devront avoir une mise à jour de firmware, mais par contre le pont, lui, c'est lui qui doit se charger des calculs et de faire tourner l'algo qui analyse tout ça. Et donc l'ancien pont n'est pas assez puissant pour le faire, quoi. Donc c'est pour Il a ça qu'il besoin faut changer. d'intelligence artificielle? Il a besoin de gros algos et de faire beaucoup plus de calculs, en tout cas, ça c'est sûr. Et oui, il y a certainement il y a certainement de l'IA dedans, mais pas forcément du deep learning. Mais bon, bref, on peut en tout cas utiliser ces nouveaux signaux pour automatiser des scénarios dans l'appli You. À ma connaissance, ça ne s'interface pas encore avec d'autres ponts de maisons connectées, hein, pas de Google Home, j'ai l'impression, pour le moment, bon, on verra. Et donc c'est quand même assez intéressant. Alors dans la série, c'est vrai, et dans la série, j'aime foutre des capteurs partout, hein, et j'aime que ma maison m'espionne, quelque part. Vous avez la nouvelle gamme, Les Pro, qui intègre directement un micro et même une mini IA dans ses lampes. Il y a plus d'intermédiaire avec Alexa ou Google machin, quoi, hein. La lampe, vous écoute. C'est la lampe elle-même qui vous écoute. Donc vous appelez Les Pros, vous dites: «Hé les pros, je suis fatigué». Et après, il va comprendre que vous êtes fatigué, il va vous mettre une ambiance sympathique, je sais pas, qui vous repose. Ouais, les pros, hein, du travail de pro. Il pourrait même, c'est le bah, oui, enfin, quand c'est l'heure, hein, l'heure de les pros, il pourrait, Oh non, 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 pas pardon, ça. ça non, désolé, oui, non, effectivement. Donc grosso modo, alors c'est relativement basique dans le sens où tu dis: «Hé les pros, allume-toi, mets-moi du rouge» et cetera. Mais apparemment, dans le futur, il pourrait utiliser un petit LLM pour, faire vraiment ça, c'est-à-dire, interpréter tes phrases, et y répondre par des ambiances lumineuses apparemment. Tu vois? Je sais OK. pas, du genre, «C'est Noël, je suis stressé, je veux faire du yoga». Je sais pas comment tu réponds à tout ça quand tu es une lampe. Comment tu interprètes Oui. les trucs quand tu es une lampe?
Tu dis à C'est une lampe: «J'aime intéressant. les concombres», qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'éclairer en vert? Je sais pas, En je vert. sais Moi, je peut-être, pense hein. que là, c'est vert un peu clair, ouais. Voilà. Je veux une ambiance romantique, peut-être qu'elle va simuler un feu de cheminée, non? Bah, peut-être, écoute, oui, mais c'est bien possible en plus, ouais, donc les les Mmh. les lampes. Comment penser, quand tu es une lampe? Bah, voilà, apparemment ça on en est arrivé là. Donc les lampes deviennent intelligentes et j'espère que l'année prochaine, on aura des Luxo Junior qui sortent partout, ça sera trop mignon. Mais bon, pour conclure, on peut parler de Goovy qui se met à faire des lampes colorées avec des gradients. Mais en fait, c'est tout simple, hein, chaque lampe, c'est, 3 LED finalement, enfin chaque Mmh. LED en fait, c'est 3 LED qui se mélangent avec des lentilles et donc ça fait vous avez des strips qui font des jolis gradients comme ça sur les murs. Et sinon, si vous voulez une vraie TV Ambilight, mais sans Ambilight, c'est possible. Vous prenez votre télé, toute triste, hein, sans lumière comme ça. Bon, vous lui collez des strips LED tout autour, hein, classique. Mais en plus, vous mettez une caméra qui regarde la télé. Et la caméra, elle regarde la télé, donc elle sait ce qu'il y a sur l'image et c'est elle qui pilote les LED. Et donc ça vous fait un vrai faux Ambilight à faire pâlir Philips, hein, parce qu'apparemment ces LED sont aussi très intenses et voilà, très très précises, etc., etc. Il y a des techniques, hein, qui exploitent d'ailleurs des Raspberry ou des ESP avec, des bandes de LED et qui permettent de faire un système Ambilight sur votre propre télé. Franchement, allez fouiller, si vous êtes vraiment intéressé par ça. Je pense que ce sera des systèmes bien plus, intéressants sur le plan technique à mettre en place et bien moins chers qu'une solution comme ça et qui, en plus nécessitera moins de capteurs. Voilà, ça se branche en interface en HDMI avec votre télé et je pense que le résultat peut être, aussi très, très sympa. Donc, voilà, si jamais c'est un truc qui vous intéresse, il y a peut-être aussi un petit peu de do it yourself, de possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre au salon de l'IFA et non pas de l'intelligence artificielle? Quoique, il y a de l'intelligence artificielle tellement partout maintenant. Il y en a peut-être d'ailleurs dans les tondeuses, Guillaume, les tondeuses robots qui progressent. Elles vont devenir plus polyvalentes, moins contraignantes parce qu'elles se dotent d'un truc tout bête mais très utile, c'est la vision. Oui, alors moi j'ai pas de jardin, je n'ai que peu de gazon à tailler, hein, sinon le mien propre. Et c'est dommage parce que, bah, je rate tout un pan de culture geek, en fait. Parce que vraiment, ça devient un truc de geek, quoi. Le robot tondeuse, c'est un univers en soi. Gaëtan, si tu nous écoutes. Et ça évolue tellement vite, hein, que voilà, il en arrive à interpeller un citadin, comme moi, hein, pas foutu de différencier un géranium d'une scarole. Bon, les tondeuses à Mais gazon, attends, tu t'es pas inscrit sur iNaturalist? non, L'application qui non, permet de non. scanner les plantes et les animaux et de les reconnaître et en plus, il y a un groupe Tech Café qui s'appelle Tech Matcha, où on peut utiliser iNaturalist, l'application mobile, on en a Non, parlé non, mais sur le moi, c'est serveur pas ça qu'il me Discord. faut. Moi, il me faut un Duolingo pour les plantes, hein, Ah oui, d'accord. en fait, hein, pour apprendre à parler plantes. Alors, bon, globalement, les tondeuses à gazon, à l'IFAS, c'est le feu, quoi. Genre, il y en avait Ouais. plein, et elles sont autonomes, et bon, il y en a qui ont des bras même, hein. Enfin, il y en a une qui avait un bras, un seul bras, le Master X Series. Bon, c'est un concept, hein, et le concept, c'est d'avoir un bras robot sur le dessus de ta tondeuse pour qu'elle puisse se défendre, quoi, hein, se défendre quand on l'attaque, ou juste ramasser des branches, hein, sur son passage, Ramasser les balles de tennis ou les chaussettes, comme virer on le avait chat qui dit. pionce, tu vois, lui mettre une taloche pour qu'il se Par la casse. peau du cou. Ouais, allez hop, terminé. Ou lancer la baballe lancer le babal à ton chien même, je rigole pas, hein, parce que Pet Interaction fait partie des options possibles. Listées Excellent! par Nextloan, donc, la startup qui a commis cette insulte à la création de notre Seigneur Tout-Puissant. Remarquez bien que l'an dernier, on a eu droit à un aspirateur qui avait un bras. Ah bah voilà, Il y en a qui ramassait certainement les chaussettes. sur le salon, il y en avait certainement Mmh. encore, hein, qui ramassaient les chaussettes, hein, donc d'ailleurs, Eufy, cette année, nous fait le coup d'un aspirateur avec des pattes pour grimper les Ah oui. escaliers. Une monstruosité à laquelle, vous ne pourrez pas échapper en cas de révolte des robots dans les années 2030, puisqu'il vous poursuivra vraiment partout dans votre maison, hein, ça vous est foutu. Alors, plus terre à terre quand même, hein, donc il y a les tondeuses qui intègrent de plus en plus la vision, comme tu l'as dit, c'est vrai, des caméras et des algorithmes sophistiqués qui leur permettent désormais de plus nécessiter d'antennes de repérage dans le jardin. C'est le cas de la Yuka Mini Vision de Mamotion, qui a 3 yeux et heureusement pas de nez ni de bouche, hein, mais qui voit suffisamment clair pour se diriger dans le jardin, voir et reconnaître les obstacles à partir de 5 centimètres d'une petite taille, de longer très précisément les bordures, les allées, et ça dans tout type de conditions et d'éclairage. Parce qu'en fait, les tondeuses, ça représente un défi technique un peu différent de celui des aspirateurs, hein. Les aspirateurs, ils sont en intérieur, donc ils sont pépères, hein, il fait bon déjà, et puis ils utilisent un lidar à courte portée pour se repérer, hein, dans des zones relativement petites et puis qui ont des géométries, des configurations assez caractéristiques et très reconnaissables. Pour une pauvre tondeuse, c'est carrément la zone, hein, parce qu'elles sont sur des surfaces qui sont en général très grandes, qui peuvent faire des centaines de mètres carrés comme ça, qui sont très ouvertes et qui n'ont pas d'obstacles. Donc lidar, bah, il capte rien, quoi, à moins que ce soit un lidar qui voit super loin, mais évidemment, c'est pas envisageable d'avoir un énorme lidar comme ça pour un produit grand public. D'où le recours à la vision. Mais le problème, c'est que c'est pas facile non plus, parce que en gros, c'est une tondeuse à gazon, et donc le gazon, c'est quoi? Bah, c'est une énorme étendue verte comme ça qui s'étend très loin.
Et donc, voilà, estimer les distances, voilà, faire, attention aux obstacles, voir les allées et cetera. C'est pas facile, c'est en extérieur, donc la luminosité varie énormément. Le soleil peut éblouir les caméras. Donc arriver à se repérer uniquement par la vision avec une précision centimétrique, hein, c'est quand même un challenge. Et donc ma motion semble avoir réussi ça et c'est évidemment beaucoup plus simple à mettre en place du coup. Et c'est aussi potentiellement moins cher parce que bon, il faut des caméras et puis il faut un peu de puissance de calcul embarquée. Enfin, au final, c'est du matos et de l'électronique qui est finalement assez classique, hein, et donc Du pas très, très standard cher. maintenant. C'est assez standard, voilà, et donc voilà, donc c'est vraiment intéressant comme évolution. Alors bon, évidemment, moi, j'ai beau chercher, je ne trouve vraiment aucun prétexte pour acquérir une tondeuse à gazon chez moi, hein, mais c'est dommage. Tu peux pas en acheter une pour l'offrir à quelqu'un qui a un gazon à des fois, non? Ah mais faudrait que je trouve un ami. Moi aussi, je connais quelqu'un qui a un gros gazon, mais bon, on verra pourquoi pas, tiens, c'est une idée, hein. Faut vraiment avoir envie à tout prix d'en acheter un à ce stade. Bon, vous connaissez en tout cas désormais, la chanson dans ce type de salon, hein. Il y a, on assiste toujours à des concepts d'ordinateurs avec des écrans un peu chelous qui arrivent plus ou moins sur nos bureaux, par la suite. C'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on verra bientôt arriver cet exemple de concept d'ordinateur portable Lenovo dont l'écran bascule pour, passer de l'horizontale à la verticale, Guillaume? Bah oui, alors, c'est effectivement, ça faisait partie de plein de PC, qui avaient au salon, hein. Il y a toujours des PC brûlants au salon. Alors, il y en avait vraiment beaucoup évidemment, on va pas rentrer dans les détails de tout, il y a eu des refresh de modèles récurrents chez Acer ou Lenovo, et une nouvelle génération de composants, tout pareil, tout ça, hein, évidemment. On pourra mentionner effectivement quelques trucs rigolos, par exemple le Swift 16 de Acer, qui est un portable de 16 pouces qui ne pèse que 990 grammes, bon, qui est quand même relativement épais, il est pas vraiment air, il fait 1,6 centimètres max, donc ça, c'est vrai que c'était marrant. Et puis, oui, le délire rigolo du salon, peut-être un des rares délires rigolos du salon, parce qu'il y avait pas énormément de trucs. Il y avait donc ce Vertiflex le ThinkBook, Oh, le Vertiflex, nom déjà, il fait tellement rétro, j'adore Vertiflex. qui est un portable de 14 pouces dont l'écran peut tourner, se mettre à la verticale. C'est pas idiot, puisque tu peux mieux lire les documents ou faire du code, ça Mmh, c'est assez pratique. c'est clair, Et ouais. puis c'est bien pour doom scroller sur TikTok, Eh bah, oui, ou en grand. Instagram, donc voilà, et puis en 14 pouces, tu peux doom scroller, vraiment tout confort, tu vois? Et vraiment Ah là, partout, c'est le quoi. top. Ah bah Alors oui. attention, cela dit, je précise au passage qu'il y a une étude de la Harvard Medical School qui démontre que doom scroller aux toilettes accroît de 46 le risque d'hémorroïdes. Donc ceux qui scrollent sur le trône plus longtemps, s'exposent à des petits problèmes parce que, bah, c'est pas fait pour ça, hein. Normalement, vous y allez, c'est faut que ce soit vite fait, bien fait. Bon, parenthèse fermée, le concept C'est de important. Lenovo est potentiellement dangereux pour votre anus, mais bon, il est quand même intéressant, et donc je voulais en parler. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ah oui, si, autre truc complètement pété, le stand robot. Toujours de Lenovo, hein, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont vraiment beaucoup de temps libre, les ingénieurs Lenovo, quand même, hein. Du Le budget R&D à ne plus savoir qu'en faire. le stand robot, c'est un stand, voilà, c'est un support pour votre portable, quoi, un peu normal. Alors il est en métal, il a des ports USB, voilà, de relais, et puis il a un refroidissement intégré. Jusque-là, il y a rien de bien extraordinaire. Mais le truc en plus, c'est qu'il bouge tout seul. Il s'oriente vers vous en utilisant la webcam du portable. Donc il peut vous traquer de gauche à droite, de haut en bas, il descend, il bouge comme ça, il vous suit. Ça doit être extrêmement angoissant. C'est ouais, un petit peu, et c'est un concept, hein, je serais pas surpris que ça le reste d'ailleurs, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le Legion Go 2, ça y est, qui arrive, la console PC portable à base de Z2, qui est, enfin bon. Alors elle est à base de Oh, Z2. je résume, comment tu le présentes quand même? C'était ouais, enfin bon. Mais non, mais si tu veux, moi, ouais, pourquoi je suis dubitatif? Elle embarque un Z2 et elle embarque surtout une plus grosse batterie. Alors parce que, bah, Ouais. voilà, l'autonomie, c'était pas complètement ça non plus, donc elle embarque Hein, une hein. plus grosse batterie. Alors c'est cool, mais le problème, c'est qu'elle est plus lourde aussi. Et là, on est quand même sur une console portable qui pèse 1 kilo, quoi. Ce qui pousse franchement le concept de portable, hein, vraiment à son extrême. Alors évidemment, ça justifie d'autant plus qu'il y ait des manettes détachables, mais tout de même, quand tu peux pas utiliser une manette détachable, tu vas porter un truc d'1 kilo pour jouer. Moi, je trouve que c'est monstrueux. C'est pour ça que je suis Mmh. dubitatif vraiment sur ces trucs qui sont vraiment un peu trop gros, quoi. Enfin, de mon point de vue, on va dire. Mais bon, après, c'est peut-être juste moi, hein. Écoute, si jamais il y a des personnes qui sont convaincues et qui trouvent une utilité, je ne doute pas une seule seconde qu'ils nous feront, les réactions qui vont bien, notamment sur le serveur Discord de Tech Café. Hem, L'avenir du PC semble assez clair. Vous n'aurez peut-être plus besoin, d'une grosse et encombrante tour de PC gamer pour avoir de la puissance. Voici venir l'ère des mini PC surpuissants, Guillaume.
Ouais, et les mini PC chinois, alors les mini PC chinois, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, hein. Ils en produisent des C'est modèles clair. par dizaines. Oui, on en trouve pour pas si cher que ça sur Amazon et encore moins cher sur le bon coin, hein. Ils sont souvent assez intéressants parce que bon, les Les Ryzen, mini-serveurs. qui sont pour des processeurs plus ou moins mobiles, voilà, reconfigurés pour faire des petits des mini PC. C'est des trucs qui peuvent offrir des performances correctes, voire très bonnes, même satisfaisantes en jeu vidéo, si vous êtes pas Mmh. trop exigeant, hein, si vous jouez en 1080p par exemple, sur des titres qui sont pas trop demandeurs. Vous avez des processeurs comme, bah, voilà, le 8845 ou, qui a une carte 780M qui est, vraiment pas mauvaise, hein, qui est proche d'une 1650 par exemple. Donc ça commence à devenir assez intéressant. Et puis la nouvelle génération, la génération d'après donc, c'est, la plateforme HX, c'est la série 300 de chez AMD et ça peut quand même changer la donne et ça peut donner des sueurs à Apple quand même. Parce que ça peut carrément démocratiser les IA locales tout en offrant une puissance de feu qui est, très significative. À l'IFA, on avait plusieurs modèles qui sont vraiment convaincants, quoi, hein. Autant pour les créatifs que pour les amateurs de chatbot, hein. Les Geekom, alors il y avait Geekom et Minisforum qui présentaient des modèles. Alors ça va pas être les seuls, hein, certainement, mais bon, c'est des marques qui parleront aux habitués, hein, c'est des marques très classiques. On trouve à peu près la même chose dans les deux, hein, à savoir un Ryzen 395 Max Plus. Et ça a quand même 15, enfin ça a 16 cœurs, ça a un GPU qui est très correct, hein, qui s'appelle le Radeon 8060S. Ça a un NPU, ça a 128 gigaoctets de LPPDDR5 surtout, et c'est un PC qui a la taille d'un Mac Studio et la puissance, probablement d'un Mac Studio M4, sans trop de problèmes. La LPPDDR5 en question offre une bande passante qui est moins importante que sur les Mac, c'est vrai, mais qui reste honorable puisqu'on est autour de 255 gigaoctets par seconde quand même, hein, et surtout la taille compense le tout. Parce que, on se retrouve essentiellement avec un GPU qui a 128 gigaoctets de mémoire, quoi. Et ça, bah, c'est pas mal parce que ça permet de faire tourner des jeux vidéo que vous voulez évidemment, mais ça peut aussi faire tourner des LLM, hein, des IA de taille conséquente. Pensez, le dernier, ChatGPT open source, le gros, hein, vous pouvez le faire OSS tourner 117. sans aucun problème dedans. Exactement, OSS 117 tourne sans problème. Des modèles de diffusion variés aussi sont possibles, hein, et vous avez, à côté un cœur, parce que le GPU fait, 16 cœurs quand même. C'est assez costaud pour faire de la vidéo évidemment et puis, de la 3D, plein d'autres choses. Donc c'est des mini PC très puissants, très compacts, polyvalents et qui sont beaucoup moins chers que les Mac. Parce qu'un Mac Studio avec 128 gigaoctets, c'est 5 000 €. Un mini PC AMD, c'est moins de 2 000. Il y a gros à parier d'ailleurs que les prix vont baisser. Les Chinois vont en produire plein et puis, la LPDDR5, c'est pas si cher que ça en vrai, hein. Donc il est possible que dans un an, une machine de ce type vous coûte encore 50 moins cher qu'aujourd'hui, quoi. Et puis si vous évidemment, vous avez des options avec moins de RAM, hein, si vous en foutez, que vous voulez que 64 ou 32, c'est sans doute possible. Donc il y a, combinaison grosse puissance des calculs, grosse quantité de mémoire et bonne bande passante, le tout à un prix abordable. Bah, c'est quand même une combinaison qui est, assez nouvelle et qui peut démocratiser l'IA locale, hein. Donc avec la série 300, AMD tient quand même une bonne plateforme qui est, vraiment polyvalente. Et d'ailleurs, on remarque malheureusement qu'Intel est encore totalement absent de ce créneau. Si vous avez un mini PC, dont parlait Guillaume là, donc pas forcément les plus puissants, mais ceux qu'on trouve déjà aujourd'hui, parfois pour des tarifs tout à fait abordables, restez bien, jusqu'au bout de l'épisode et notamment dans la rubrique jeux vidéo. Il y a un projet qui pourra, peut-être vous intéresser et en tirer parti. Il y a pas très longtemps, Guillaume, je me rappelle que je t'avais partagé ma découverte des, appareils, de type Boox Palma. Alors je t'avais dit: «Tu as vu, c'est des smartphones avec écran e-ink» et puis bon, très vite en parlant, tu m'avais alerté sur le fait que c'était pas des smartphones. C'était certes des trucs qui tournaient avec Android, ça pouvait évidemment être pensée liseuse, mais c'était pas vraiment des smartphones. Sauf que, Guillaume, j'ai l'impression qu'à l'IFA de Berlin, il y a, la preuve que des gens écoutent nos conversations et ils ont réagi par rapport à ça. Oui, alors même avant en fait, parce que c'est vrai que, oui, bah, là on est un petit peu dans qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous a marqué à l'IFA? Mmh. On pourrait effectivement mentionner ce qui sera peut-être le prochain Boox Palma, hein, qui sera en couleur a priori avec un slot SIM et qui donc serait un smartphone complètement e-ink. Donc voilà, oui, effectivement le Palma c'est vraiment ça, hein, c'est format téléphone mais c'est sous Android et donc c'est vraiment assez pratique, hein, c'est très sympa. Mais en fait, Book, c'est pas le seul à faire ça. On peut citer Bigme et iSense qui font carrément des, appareils non seulement qui sont comme le Boox, mais qui sont aussi des Mmh. téléphones. En fait, depuis qu'on a parlé de ce truc-là, il existe déjà des téléphones, e-ink comme le iSense A9 par exemple et le Bigme je sais plus trop quoi, qui font exactement ça. Et peut-être donc que le Palma 3 va y passer aussi et sera aussi un téléphone e-ink.
e-ink couleur. Alors le Hisense A9, je crois qu'il est pas couleur. Bigme, il fait des liseuses couleur. Je suis pas sûr que leur téléphone soit couleur, donc peut-être que le Palma 3 sera un des premiers smartphones e-ink couleur. Donc c'est, effectivement, c'est peut-être une nouvelle classe pour une niche, hein, parce que je pense que ça regarder Oui, des vidéos dessus, c'est pas forcément idéal. Mais par on contre, sera pas ça sur le grand répond public. peut-être effectivement à, disons, un autre usage et une autre vision du smartphone, quoi. Et bon, oui, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, si, enfin, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de rigolo? Il y a Switchbot aussi qui est à fond dans l'IA. Alors Switchbot, c'est une marque qui fait un petit peu de tout, hein, d'ailleurs, et ils sont à fond dans l'IA parce qu'ils font un autre truc, justement, quand on parle d'encre électronique, ils font un autre truc qui sera diversement apprécié, on va dire. C'est un cadre photo numérique qui peut générer des images lui-même à montrer. Parce qu'au cas où tu sais pas quoi mettre et au cas où, je sais pas, tu trouves aucune œuvre d'art qui soit à ton goût, tu vois, il y a vraiment rien, tu trouves vraiment rien à afficher sur ton cadre photo, et bien tu peux, voilà, tu as une fonction qui pour générer des images à la volée, toujours différentes. Alors, dedans, c'est du e-ink Spectra qui a un très beau rendu, mais qui est très très lent, hein, donc c'est vraiment idéal pour quelque chose, Pour l'affichage pour un statique, affichage, c'est quoi. très bien. Ça, c'est très bien et ça consomme rien du tout, bien entendu. Pas comme certaines TV Frame, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, donc ça, c'était assez rigolo, j'ai trouvé comme idée. Alors évidemment, ça va faire plaisir, hein, aux artistes, de ce genre d'initiative. Et bon, encore plus fort, le Switchbot AI Hub, qui est à la base un hub pour maisons connectées, mais qui intègre désormais une IA locale, et dans le cloud aussi, pour interpréter ce que voient et perçoivent les divers capteurs. Donc un modèle de langage multimodal peut être utilisé pour interpréter toutes les images de tes caméras, donc ça va reconnaître ton chat, te dire où est ton chat, reconnaître que c'est ton chat sans doute aussi, où est-ce qu'il a décidé de pioncer donc, hein, voilà, ou peut-être, où tu as laissé tes clés, je sais pas. L'exemple donné, c'est, s'il reconnaît ta mamie qui s'est viandée par terre, bah, il appellera les secours tout seul. Donc Ah! c'est une IA qui te surveille en permanence, mais pour ton bien évidemment. Mmh Donc c'est mh. intéressant. Et puis bon, après il y a des IA, semi-IA qui peuvent être, bon, qui peuvent probablement te surveiller aussi, mais qui sont mignonnes, hein. Il y a Noah et Nico, qui sont des peluches robots, avec des écrans dans les yeux, qui sont Parlons-en. rigolos. Elles bougent, hein, les bras comme ça, elles sont sur roulettes. Elles différencient les membres de la famille, donc elles ont leur tête, hein, sans doute, et puis voilà, elles bougent, les yeux sont assez bluffants, c'est rigolo. Je pense pas qu'ils parlent, mais l'an prochain, sans doute, ils vont discuter avec toi, ça, j'y compte bien. Bien sûr. C'est quoi les 2 trous sur la photo? Mais tu as vu l'emplacement des trous sur ces peluches robots là? Du Qu'est-ce tout, qu'ils ont été foutre des trucs à cet endroit? C'est bizarre, non? un peu, Très ouais. bizarre. Je veux pas savoir pourquoi ils ont Je pensé à veux faire pas ça le comme ça. savoir. On veut pas toutes les infos. Ça clôt en tout cas les infos de l'IFA de Berlin. J'espère que cette sélection, qu'on a fait sur la base de la sélection des journalistes, hein, qui étaient, présents sur place, notamment les équipes de Frandroid, qui relaient ça, de manière plus exhaustive, bah, vous aura intéressé, vous plairont. Si jamais il y a des choses qu'on n'a pas abordées dans cette synthèse, que Guillaume n'a pas mis dans sa sélection et que vous pensez Et il y en a plein. mériteraient une sélection, n'hésitez pas à le dire, sur le serveur Discord techcafé.fr/Discord. Avant de continuer cet épisode de Tech Café, je voulais vous reparler de Patreon parce qu'a priori, la semaine dernière, je ne sais pas, vous n'avez pas entendu le message, c'est pas possible. Je vous ai expliqué ce que c'était, je vous ai dit que c'était important et personne, hein, personne n'est venu s'abonner depuis la semaine dernière. Alors heureusement que vous êtes déjà plusieurs centaines de valeureux auditeurs qui soutenaient Tech Café. Et puis, bah, je voudrais quand même, malgré tout, remettre en avant cette bonne habitude de septembre, parce qu'on pense spontanément en septembre aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, aux enfants là, qui partent avec leur cartable pour la rentrée scolaire. Mais il n'y a pas que ça, même. Souvent, dans le monde professionnel, il y a aussi cette pause de l'été où on part, alors tantôt en juillet, tantôt en août. Mais voilà, septembre, on sait que tout le monde est de retour sur le pont, il y a les projets urgents. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là, notamment quand on bosse dans un environnement lié à la tech? Il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Et quand on veut se tenir au courant de ce qui se passe, il y a un truc qui est génial, c'est un podcast qui vous fait une synthèse de l'actualité des nouvelles technologies de manière sympa. Et ben, vous pouvez l'écouter pendant que vous êtes dans les transports ou pendant que vous faites peut-être autre chose où vous avez la disponibilité pour l'écouter. Et figure-toi, Guillaume, que, comme je le disais en intro, j'étais au Worlds de Fortnite à Lyon ce week-end et j'ai eu l'immense plaisir, que dis-je, l'immense honneur d'avoir un auditeur qui m'avait contacté par Instagram et qui m'envoyait un message privé en disant qu'il voulait qu'on se croise, qu'on se fasse un petit coucou parce qu'il y serait lui-même là-bas avec son fils. Et c'est son chef, si je dis pas de bêtises, son manager qui lui a dit: «Écoute, il faut que tu tiennes au courant de l'actu de la tech. Écoute Tech Café». Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Alors, t'imagines un petit peu ma fierté, Guillaume, et je voudrais te partager cet immense bonheur et plaisir que d'avoir cette espèce de retour d'utilité de la part du monde professionnel.
Et moi, je peux pas je peux pas m'empêcher de vous faire un nouvel appel du pied. Je suis sûr que vous avez des managers complètement compréhensifs qui seraient prêts à prendre en charge, dans vos frais professionnels, l'abonnement Patreon pour soutenir Tech Café. Franchement, allez leur demander. Je suis à peu près certain qu'ils vous l'accorderont. Ou au pire, ils vous donneront des pistes pour nous retourner des améliorations pour le podcast. Donc, ce sera gagnant-gagnant. Si jamais vous ne savez pas encore ce que c'est que cette plateforme Patreon, c'est un site internet. Vous vous inscrivez sur patreon.com/techcafé et puis vous vous abonnez à un abonnement payant et vous profitez en échange des épisodes sans la pub, avec un flux RSS qui vous est dédié rien qu'à vous, privé, que vous ajoutez dans votre app de podcast habituelle. Et puis, vous accédez aussi à quelques épisodes en avant-première et vous avez aussi quelques infos exclusive. Chose non négligeable, ça nous rémunère très, très, très directement de mon côté, moi qui me suis consacré depuis le début de l'année entièrement au podcast, et à Guillaume Poggiaspala qui y consacre une bonne partie aussi de son temps. Donc vraiment, si vous pensez que le travail qu'on fait pour vous apporter Tech Café, j'en perds mes mots, Tech Café chaque semaine dans vos oreilles, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et si jamais vous n'avez pas le temps là, vous inscrire tout de suite, peut-être demander à Siri ou à votre assistant Google de vous faire un rappel dans votre agenda pour venir vous inscrire, patreon.com/techcafé. Guillaume, bonne nouvelle, Google peut enfin souffler, ça y est, il n'est plus question de se séparer de Chrome. On se faisait du mouron. Au passage, Guillaume, excuse-moi, je répète une recette que tu nous as déjà partagée. Est-ce que tu sais ce que c'est que du mouron? Est-ce que tu sais d'où ça vient, l'expression « se faire du mouron » ? Non, j'ai pas regardé, tiens, c'est intéressant. Eh ben, je suis content de t'apprendre ce que c'est cette expression désuète. Et en fait, c'est surtout une notion de vocabulaire. Le mouron, c'est une petite plante sauvage qui est touffue, donc imagine-toi avec plein de poils. Et dans l'argot du fin du 19e siècle, en fait, ça servait à désigner les cheveux ou les poils. Donc, se faire du mouron, c'est l'équivalent de se faire des cheveux blancs. Donc voilà, très intéressant. je partage ça. Mais revenons-en à Google quand même, qui peut garder Chrome. Un petit peu, oui, c'est vrai. Oui, plein de news sur les procès Google cette semaine. Vous vous souvenez sans doute que le juge Amit Mehta a jugé, parce que c'est son boulot de juge après tout, que Google était un gros monopoliste, le vilain, et que donc il fallait y remédier. Et pour ça, le département de la justice avait plein d'idées, avec des scénarios dramatiques et spectaculaires, à base de démantèlement de divers membres arrachés, de cordes pour ligoter ce qui reste. Il suffisait juste de choisir son blockbuster comme sur Netflix, et ça y est, voilà, c'était bon. Amit, il a choisi de faire que dalle, globalement, si je résume. Parce que Chrome, il reste, Android, il reste, les deals avec Apple et Mozilla pour être le moteur de recherche par défaut, pas de problème. Remarquez, d'un côté, ça m'arrange, parce que comme ça, Firefox va pas décéder tout de suite et j'aurai pas le tracas de devoir choisir un autre navigateur, parce qu'à mon âge, on aime bien ces petites habitudes, si vous voulez. Donc Apple aussi est content, il va continuer à palper 20 milliards de dollars par an de son concurrent, c'est bon ça, et Chrome, qui a déjà 70% de part de marché des navigateurs, il est dans une bonne phase, ça continue d'augmenter, et bon, comme rien ne va changer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Après, c'est vrai, Amit Mehta, dont j'aurais adoré qu'il dirige un procès contre Facebook, ça aurait été magnifique, Mehta contre Facebook, mais souligne que les préconisations du département de la justice auraient fait des dommages collatéraux importants. On pense à Firefox tout de suite, d'ailleurs c'est mentionné noir sur blanc, dans un rapport qui fait quand même 230 pages, il a bossé, Amit. Ces deals sont des sources de fonds trop importantes en fait, pour trop d'acteurs, et puis l'avenir de Chromium aussi aurait été incertain. Et Chrome lui-même est une grosse machine et qui est tellement intégrée au service de papa que couper le cordon, ça aurait été vraiment très très dur. Et puis Google, il est d'ores et déjà en concurrence féroce avec plein d'acteurs dans le domaine de l'IA, et bon voilà, l'IA rebat les cartes, ou pas, étant donné que Google lui-même est extrêmement fort dans l'IA et qu'il est pas si mal positionné que ça. Mais bon, au final, il reste pas grand-chose comme mesure à prendre pour Google. Alors il va devoir partager certaines données avec des compétiteurs, des données de recherche, des signaux qu'il utilise et qu'il gardait pour lui. Des boîtes de pub concurrentes donc pourront, pour $1 symbolique plus ou moins, avoir accès à un bouquet de données que jusqu'à présent Google utilisait tout seul dans son coin. Et encore, Google n'est obligé que de les divulguer une fois, ces données. C'est dire à quel point la condamnation, elle est quand même gentillette. Il y a pas mal de commentateurs outre-Atlantique qui sont aussi de cet avis, le gars de chez Go, enfin le CEO de Go, et puis des associations aussi comme News Media Alliance, il y a Tech Oversight aussi, la sénatrice Amy Klobuchar, qui sont vraiment pas très contents. Mais il y a aussi certains qui s'en réjouissent. D'ailleurs, qui s'en réjouit, finalement? Je te demande. Il y a NetChoice, quelle surprise, c'est un lobby de la tech dont Google fait partie. Il y a aussi CEI, qui est un think tank libertarien. Il y a Chamber of Congress, qui est une association fondée par Amazon, Google, Uber et Meta, donc un autre lobby. Et puis il y a CCIA, qui est encore un autre lobby tech. C'est toujours rigolo de voir qui réagit. Là, c'est quand même un peu caricatural, mais bon, voilà.
La montagne accouche donc d'une souris, et puis c'est même une souris sans fil, hein, vu à quel point Google la garde les mains libres, hein. Et pourtant, Google va quand même faire appel de tout ça, contre sa désignation pour monopole et contre sa condamnation, histoire qu'il ne reste vraiment que dalle de cet épisode. Et ce sera un épisode purement journalistique, en fait. Voilà, on en aura parlé, il se sera passé rien. C'est pas la première fois que ça arrive où on a comme ça des sujets qui se font mousser dans le domaine de la tech. On en parle, et puis ça fait un peu pchit. Bon, bah écoute, au moins il y a eu les discussions. Je sais pas si c'est satisfaisant, mais bon. L'Union européenne, pendant ce temps, ne tremble pas face aux géants américains, enfin en tout cas pas suffisamment pour s'empêcher d'infliger une nouvelle amende de près de 3 milliards d'euros à Google. Ouh là là, oui, il va pas être content le Donald d'en face, hein, parce qu'on vient de condamner Google à 3 milliards d'amende, c'est pas rien, et il a dit qu'il allait se fâcher tout rouge si on le faisait. Remarque que vu sa couleur de départ, c'est pas très dur de devenir rouge, hein. C'est juste une teinte au-dessus. Alors pourquoi cette fois? C'est pour abus de position dominante pour la pub avec Google Ad Exchange, dit aussi Adix. Alors pour vous, 3 milliards, c'est peut-être beaucoup, mais ça c'est parce que vous êtes des paysans, des petites gens Ouais, de basse et extraction. sans dents. Oui, c'est pour Google qui a fait 28 milliards de bénéfices le trimestre dernier, c'est quoi? C'est 1 kilo de coquilles Saint-Jacques chez Toupargel, quoi, même, maximum. Donc restons calmes et continuons. Google est accusé d'abuser de sa position dominante aussi bien vis-à-vis des acheteurs de pub que des vendeurs de pub, hein, puisqu'il propose des outils des deux côtés. Et donc, enfin, côté site, hein, les sites web qui veulent vendre leur espace pub, donc ils utilisent Google Ad Manager ou DFP, hein, lequel peut favoriser Adix et l'informer des meilleures enchères. Et côté publicitaire, Google Ads peut aussi favoriser Adix en plaçant principalement des enchères sur Adix lui-même, au lieu de donner la meilleure possibilité pour les acheteurs, ceux qui veulent acheter de l'espace. Alors le problème, c'est qu'il est là, voilà, quand tu es à la fois à gauche, à droite et au milieu, c'est tentant de profiter un petit peu, quoi. Alors le verdict de l'Europe n'est pas vraiment un scoop en fait, puisqu'en avril dernier, il y a la juge Brinkema aux États-Unis qui, dans le cadre d'une procédure très similaire, était aussi arrivée à des conclusions très similaires. Et c'est dans le cadre de ce procès qu'on a vu le scandale des messages de chat opportunément supprimés par Google, hein, si vous vous souvenez de cet épisode. Le fait que Google soit coupable d'abus fait donc peu de doute en réalité. Mais bien sûr, il conteste. Voilà, il conteste quand même. L'amende n'est pas justifiée, la décision elle est mauvaise et les changements vont nuire à des milliers d'entreprises européennes. Dire, laissez-nous abuser, quoi, c'est pour votre bien, merde. Fait ce qu'on veut après tout, non mais oh. On parle également d'autres amendes, des amendes records de la CNIL, mais là, c'est aussi Chine qui est concernée, Guillaume. Oui, on finit rapide avec une petite dernière. Comme on l'avait mentionné, ou pas, je ne sais même plus d'ailleurs, Chine et Google ont été condamnés à 325 et 150 millions d'euros d'amende pour une sombre histoire de cookies pas bien cuits, suite à une plainte déposée par Noib, None of Your Business, en 2022. Donc Chine et Google ont été reconnus coupables de vous imposer leurs cookies dégueulasses sans consentement. Et le consentement, c'est important, hein, surtout quand vous faites des trucs dégueulasses. Je ne sais pas du tout vers où je suis en train de partir avec cette métaphore filée qui part en Ne va couille, pas là, plus loin. je vais arrêter. Recentrons-nous. Sur Shein, par exemple, des cookies étaient activés avant même de vous demander votre avis, avant même que vous puissiez répondre, puisque dès le chargement du site, vous n'avez encore rien vu, il y avait déjà des cookies. C'est pas très Charlie, alors pour Google, évidemment, c'est autre chose, hein. Eux, ils font de la pub sur Gmail. Ils sont pas, disons, exagérément explicites sur tous les traceurs publicitaires qu'ils activent un peu tout le temps, voilà, d'où l'amende et la mise en conformité qui doit suivre, hein. Sans quoi, il y aura des nouvelles prunes de 100 000 euros par jour de retard. C'est pas mal, hein, c'est presque à souhaiter qu'ils aient du retard. Alors Chine et Google ont quand même 4 mois pour faire appel, ce qu'ils ne manqueront pas de faire sans aucun doute, hein. S'ils sont pas trop occupés, allez lécher Donald, hein, pour qu'ils nous pourrissent de droits de douane, et bien entendu, parce que, bon, évidemment. Évidemment, à suivre donc. Anthropic, la société d'intelligence artificielle, celle qui fournit Claude, n'ira pas plus loin dans son conflit avec des auteurs qui récoltent jackpot, j'ai l'impression, à chacun 3 000 $ par livre. Ça représente une somme totale de 1,5 milliard de dollars. Et puis de son côté, on a Warner qui n'abandonne pas de son côté les poursuites contre Midjourney qui génèrent décidément, j'ai l'impression, des Scooby-Doo. Oh Samy, je le fais bien, oh Samy. Des Scooby-Doo, des Rick et des Morty et des Batman de manière bien trop convaincante, Guillaume. Oui, pour préciser un petit peu, effectivement, encore une suite de procès à grand spectacle avec Anthropic qui a couché, enfin il s'est couché la semaine dernière, après avoir annoncé rechercher un accord à l'amiable. Alors on ne savait pas l'ampleur de son amabilité, et cette amabilité, elle lui coûte 3 000 $ par livre. C'est très aimable, hein, parce que ça correspond potentiellement à 1,5 milliard de dommages et intérêts quand même, vu le nombre de bouquins qui sont dans leur dossier torrent. En fait, ça, c'est un fonds. En fait, c'est un fonds de potentiellement 1,5 milliard de dollars. Mais le montant précis n'est pas si clair. Parce que, bon, il y a au-dessus de 500 000 livres piratés, hein, et bon, ça pourrait être éventuellement plus ou moins.
Mais le truc, c'est qu'il faut se joindre à la class action. Mm. Donc, il y a un site pour se déclarer. Hein, vous avez le lien dans le note de l'émission, si vous voulez. Enfin, remarque, je sais plus, c'est anthropiccopyrightsettlement.com. Et donc, dans les semaines qui viennent, il y aura la possibilité de chercher dans une liste pour voir si votre bouquin peut vous rapporter 3000 balles supplémentaires. Donc, amis auteurs, n'hésitez pas. Est-ce que tu as un livre dedans, toi, Guillaume? T'as regardé? Je ne sais pas, la liste n'est pas encore en ligne. Ah oui, elle n'est pas encore en ligne, pardon. Mais J'avais vu une bon, autre liste, en fait, où on pouvait chercher, mais c'était peut-être pas pour Anthropique. en tout cas, dans la série, effectivement, on peut aussi mentionner Midjourney, qui, après avoir attaqué par Disney, parce qu'il était une véritable usine à personnages sous copyright, c'est au tour de Warner, effectivement, de faire exactement pareil pour exactement les mêmes raisons. Donc, si vous rêvez de générer Rick Sanchez qui est en train de disséquer Scooby-Doo, dépêchez-vous. Ouais, ça nous donne des idées, tiens. Mais effectivement, on va peut-être pas pouvoir le faire pour très longtemps. Des Batman, des Jokers, des ce que vous voulez. A priori, les résultats sont plutôt convaincants. Crise de conscience pendant ce temps dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça rebondit un petit peu sur le sujet du suicide dont on avait parlé la semaine dernière, et notamment donc chez OpenAI, qui fournit, vous le savez, ChatGPT, ou chez Google pour Gemini. L'enjeu, c'est désormais de travailler les accompagnements au suicide et au meurtre pour essayer de prévenir tout ça, Guillaume. Oui, c'est sympa, hein. Après les suicides, ChatGPT est complice d'un meurtre et aussi d'un suicide. Ça en fait un lot. Cette fois, c'est un Américain de 56 ans avec des antécédents psychiatriques et alcooliques qui a tué sa mère octogénaire avant de se donner la mort. Il s'appelle Stein Eric, parce qu'apparemment c'est un prénom. Il était parano et ChatGPT l'a pas aidé, quoi. C'est comme toujours, le chatbot s'est adapté à lui, il est allé dans son sens, et donc là, c'était le sens de plus de parano, quoi, avec un complot pour l'empoisonner. Sa mère et ses amis étaient en train de le tuer, voilà. La preuve, ChatGPT a interprété les signes sur une facture de resto chinois, et c'est parfaitement clair que Behemoth et la CIA étaient derrière tout ça. Vraiment, sur la note, c'était vraiment clair à clair. Donc Stein-Eric était peut-être, il était peut-être un peu maboule, c'est vrai, mais le truc, c'est que avec GPT, ça l'a pas aidé, quoi. Donc c'est ça qui... Le problème, c'est que ça n'a pas amélioré l'image des chatbots vis-à-vis de la santé mentale, puisqu'en ce moment, c'est un peu le truc. Et il y a une panique morale qui pourrait émerger de tout ça assez rapidement. Les procureurs généraux de Californie et du Delaware ont envoyé une lettre ouverte qui exprime des inquiétudes pour la santé mentale des plus jeunes. Et c'est juste une semaine après le scandale des bots un peu trop sensuels de Meta, qui avait aussi amené 44 procureurs à faire pareil. Bon, et en gros, c'est-à-dire menacer les boîtiers de plein de procès, quoi. Donc il y a une panique un petit peu là-dessus, et c'est une panique assez... Enfin, c'est vraiment, quand je dis panique morale, on va voir avec le sujet d'après qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'OpenAI a déjà pris un certain nombre de mesures dont certaines étaient déjà dans les tuyaux, mais qui là sont vraiment mises en valeur pour montrer que l'équipe de ChatGPT prend ça très au sérieux. Donc d'ailleurs, l'équipe comportement de ChatGPT, il y a 14 personnes qui s'occupent de la personnalité du chatbot, et ces 14 personnes vont intégrer directement l'équipe post-training. Le post-training, c'est une étape absolument cruciale, et c'est vrai que ça montre que c'est une équipe qui prend du galon, quoi, que OpenAI vraiment prend ça au sérieux. Outre un renforcement des protections, il y aura des possibles vérifications humaines dans les cas sévères, il y aura des appels directs à la police éventuellement. Il y aura aussi un contrôle parental pour les mineurs de 13 ans et plus, et les mineurs tout court, puisqu'on sait que tout le monde s'en fout de cette limite de 13 ans en vrai. Les parents pourront donc associer leur compte à celui de leur petit joueur de Pokémon adoré, et puis gérer la mémoire, les comportements du chatbot, recevoir des notifs si ChatGPT estime qu'il parle un petit peu trop de jouer avec des couteaux ou des cordes. Encore faut-il que les parents s'impliquent évidemment, et puis que les protections soient efficaces. Et apparemment, si on en croit Common Sense Media, il y aurait du boulot. Donc, apparemment, ça, c'est une ONG qui serait spécialisée dans la défense de ces petits êtres purs et innocents qu'on appelle des enfants. Gemini ne serait pas safe du tout, malgré ce qu'affirme Google. Alors, il y a un mode enfant sur Gemini pour les moins de 13 ans, mais il continue à parler il continue à occasionnellement parler quand même de trucs comme du sexe, de la drogue, de l'alcool, et plein de trucs qui sont pourtant très importants pour les préparer aux vicissitudes de notre monde qu'ils vont rencontrer très bientôt. Mais bon, Gemini serait le même pour tout le monde, en fait. Il n'y aurait que quelques ajustements et ça serait trop marginal pour l'association. Alors Google conteste évidemment. Et donc, Common Sense Media fait un classement. Donc, à votre avis, quel est le chatbot le plus chiant ? Le plus chiant, je sais pas, Claude? Oui, Non, Claude est le plus chiant, exactement. Ah. Enfin, je veux dire safe, bien entendu. Donc après, il y a ChatGPT qui est assez chiant. Puis il y a Perplexity qui devient plus marrant. Puis après, il y a Meta et Character AI où là, c'est complètement... J'aurais misé sur eux, tu vois. Ils sont inacceptables. Et alors, je vois pas Grok dans le classement, et ça, c'est vraiment dommage. Ah, j'y avais pas pensé. Ah oui, il doit être bien, lui. Et ils ont pas su... Ouais, attends, si, ils auraient dû pouvoir le classer, effectivement. Oui, ils auraient dû.
Ou alors ils ont se dit: «Non mais c'est pas la peine, c'est bon, on connaît déjà la réponse, c'est fini, c'est». Il est hors compétition, il joue dans une autre catégorie peut-être, Grok. Bon, ben, enfin, cela dit, au-delà de toute la critique qu'on peut faire, en vrai, moi, je trouve que la direction, c'est plutôt intéressant quand même qu'il y ait une prise de conscience comme ça et des pistes qui soient explorées pour essayer d'améliorer la solution, d'encadrer. Ce qu'il faut pas non plus oublier, c'est qu'il me semble assez utopique de rendre ces outils 100 sûrs et c'est pas parce qu'il va y avoir quelques actions de prise comme ça que les choses vont être totalement, satisfaisantes. Mais enfin bon, ça va quand même, je pense dans la bonne direction. On termine avec, et tu nous l'as teasé juste avant, une nouvelle croisade des temps modernes. Cette fois-ci, c'est pas les musulmans qui sont ciblés, mais les entreprises de la big tech, Guillaume. Ouais, enfin c'est, ouais, il y a un côté djihad, ouais, on va en parler. Alors, bon, ça se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, là, en ce moment, bon, je sais pas si vous vous tenez beaucoup au courant ou pas, c'est terrifiant. Voilà, c'est absolument terrifiant. Nous, on en parle sous l'angle tech, évidemment, parce que les autres sujets, c'est pas forcément notre sujet à nous, mais vraiment, ce qui se passe aux États-Unis est terrifiant. Trump envoie l'armée, la garde nationale un peu où il veut, comme il veut, il s'en vante. Ces décisions sont contestées en justice, il s'en fout. Même quand elles sont vraiment jugées illégales, il s'en fout. Il y a des militaires dans les rues de Washington, sans aucune raison valable, hein, et ils sont armés, alors qu'ils n'étaient pas censés l'être. Ils contrôlent les papiers, alors que c'est pas leur prérogative, hein, c'est pas la prérogative de l'armée, normalement. Ils sont là officiellement jusqu'à fin décembre, mais à vrai dire, signé die. Et il y a d'autres villes, comme Chicago ou la Nouvelle-Orléans, qui sont dans le viseur. Donc en gros, on envoie l'armée dans les villes dissidentes, quoi. C'est quand même la grande classe. Mmh. Et dans le nouveau budget, là, le Big Beautiful Act, hein, comme il dit, on voit bien que toutes les agences gouvernementales voient leur budget fondre, sauf ICE. ICE, donc la police des frontières, a priori, hein, la police, voilà, de l'immigration, quoi, qui sème la terreur partout, qui déporte massivement et arbitrairement, hein, et même des gens en situation régulière. Et c'est une police qui est totalement loyale à Trump, totalement alignée idéologiquement sur Trump, et elle va recevoir d'énormes fonds, à tel point qu'on se demande si Donald n'est pas en train de se faire sa propre milice paramilitaire privée. J'invente rien, hein, c'est une question qui se pose aux États-Unis, vraiment. C'est les Américains qui se posent cette question, il n'y a pas que moi, hein. Après, je parle même pas de ce qui se passe au ministère de la Santé, des attaques sur la science, etc., bon, qu'on relaie occasionnellement ici. Durant Si tout tu veux l'été. mobiliser le Capitole en dehors d'une élection, ça peut être pratique de se préparer ça, par exemple. Mais enfin, mais de toute façon, durant tout l'été, Trump n'a cessé de renforcer ou de tenter de renforcer les pouvoirs, ses propres pouvoirs, quoi. Il y a eu des pressions sur les médias, sur les universités, sur la justice. On passe par-dessus le Congrès, on ne sait même plus à quoi il sert, quoi, hein. Depuis le mois de juin, d'ailleurs, les cours enfin, il y a eu une décision, les cours des États ne peuvent plus s'opposer aux executive orders du président. Donc il n'y a plus personne qui peut s'opposer au président, en fait, hein, sauf la Cour suprême. Et on est en plein culte de la personnalité, hein. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast New Deal, là, où Laurence Nardon parle de tout ça beaucoup mieux que moi, hein. Et elle y passe un extrait sonore d'un conseil de cabinet du 28 août, qui est un véritable concours de lèche. C'est à celui qui aura la langue la plus longue pour aller le plus profond, quoi. À la fin, il y en a une qui dit que c'est une troisième révolution américaine. C'est après la guerre d'indépendance et la guerre de sécession. En fait, je suis d'accord, oui, on est en train de voir une révolution, mais bon, c'est pas dans le bon sens, quoi. Mais bon, plus spécifiquement pour ce qui nous concerne, hein, on avait évoqué dans un supplément que la tech cherche à prendre le pouvoir politique et on avait parlé des influences idéologiques qu'elle avait. On avait vu, Lumières obscures, vous pouvez on trouver avait vu l'épisode. effectivement, hein, voilà, que c'était aussi bien matérialisé par Elon Musk et Peter Thiel, hein, à l'époque en tout cas. Et c'est vrai que depuis, les choses ont beaucoup changé, en fait. On avait évoqué la chute de Musk, évidemment, et les frictions de plus en plus importantes entre le courant MAGA, on va dire, le courant populiste, et le courant techno-libertarien. Et en fait, ceux qui sont sur le devant de la scène actuellement, c'est clairement l'extrême droite MAGA. Et cette extrême droite, elle est très hostile à la tech. Et elle est très hostile à l'IA en particulier. Et ça s'est beaucoup vu à la NatCon. Alors la NatCon, c'est quoi? Alors NatCon, ça veut dire C'est pas une National. cousine qui est pas maline, hein. Non, 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 pardon. non. En fait, NatCon, c'est marrant parce que c'est National Conservatism. Donc ça désigne à la fois les gens qui sont de cette tendance politique, hein, donc de conservatisme nationaliste, les nationalistes conservateurs, hein, tout simplement. Et la NatCon, c'est la conférence NatCon, quoi, la con comme dans la Comic Con, quoi. Et donc, ça désigne cette conférence qui a lieu tous les ans Convention. et qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Et donc, globalement, l'essentiel du courant MAGA historique, et c'est plus ou moins NatCon, en fait, hein, c'est-à-dire nationaliste et conservateur. Et la première date de 2019, de conférence NatCon, d'ailleurs. Et cette année, donc, ce qui était frappant, c'était l'hostilité que suscite l'IA et la tech en général, et la rhétorique religieuse, vraiment, qui accompagne cette hostilité. Par exemple, il y avait Shyam Sankar, qui était donc à la NatCon, et lui, c'est le CTO de Palantir. Donc c'est le Chief Technology Officer
Officer, oui, de Palantir. Donc lui, évidemment, il a eu un discours résolument pro-tech, pro-IA, pro-business, évidemment. Il a essayé de se couler dans le moule MAGA aussi, hein, en appelant à l'imagerie des pionniers, l'imagerie des pères fondateurs, en présentant l'entrepreneuriat comme un héroïsme moderne. C'était beau à faire pleurer un business angel, vraiment. Et pourtant, il s'est fait fracasser par l'intervenant suivant, qui a dit: je soutiens que l'industrie de l'IA ne partage aucune idéologie commune avec le nationalisme conservateur. Shyam aurait pas d'amis cette année, vraiment, hein, il va être bolossé par ses petits camarades, et son premier harceleur, il enfonce le clou en appelant à carrément une guerre sainte, littéralement, puisque les développeurs d'IA seraient, je cite, hein, des traîtres à notre espèce et à notre nation, des apostats et des menaces pour nos enfants. Pourquoi ? Parce que l'industrie serait largement sans foi, libérale, féminisée et transhumaniste. Donc ils veulent un chômage de masse, parce que l'IA va péter les boulots, donc ils veulent un chômage de masse. Du coup, ils veulent instaurer un revenu de base, et ça, c'est un truc de communiste. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pire que communisme ? Et l'avènement d'une intelligence supérieure qui va nous réduire à l'état d'animal de compagnie, hein, et j'exagère pas. Hein, Et on a vu effectivement qu'au-delà de ce cas particulier, de ces deux-là, là, en fait, il y avait deux gros sujets à la NatCon. Il y avait l'arrêt du support à Israël et la menace existentielle que représente la tech pour la civilisation occidentale. Un temps, Trump et Elon, c'est fou, hein, ils ont semblé être alignés, vraiment. Hein. Ouais. Là, il y a un gouffre énorme qui les sépare, et qui sépare vraiment ces deux morceaux, finalement, Tout à fait. globalement, du Parti républicain. Et dans ce gouffre, il y a plein de choses. Et on trouve pêle-mêle, d'ailleurs, le chatbot manga sexy de Grok, hein, et puis Grok, d'ailleurs, qui génère des photos de Taylor Swift à poil. On trouve aussi le harem d'Elon Musk, hein, et je rigole même pas, parce que tous ces trucs-là, finalement, pour des intégristes chrétiens, et ces gens sont des intégristes chrétiens, ça passe pas, quoi. Ça ne passe plus, c'est pas possible. Et le besoin permanent, en plus, d'ingénieurs, de scientifiques étrangers de toute la tech, hein, Elon ça en a été fait le porte-parole, mais évidemment, c'est toute la tech qui est comme ça. Je veux dire, la mondialisation, enfin le mondialisme de la tech, c'est pareil, ça ne passe plus. Et cette année, la NatCon, il y avait presque la moitié des interventions qui parlaient de comment la tech rend les jeunes cons, faibles, désocialisés, anti-chrétiens. De comment elle sape l'économie américaine. Oui, la tech sape l'économie américaine. J'aurais aimé voir en longueur cette intervention-là, parce qu'elle est quand même assez savoureuse, mais bon. Il y avait différents niveaux d'hostilité, hein, attention, il faut préciser, hein, ils n'étaient pas tous dans le djihad, mais globalement, la droite est à nouveau férocement anti-tech. Comme au bon vieux temps, en fait, hein, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, c'était à l'époque de Trump 1, hein, globalement, avant Trump 1 un peu, où on avait des accusations tout le temps de censure sur Facebook, sur feu Twitter. Mais là, on est revenu donc à une grosse animosité de la partie populiste, quoi, mais sur des sujets différents et sur des sujets plus profonds, en réalité. Parce que c'est très profond. Il y a beaucoup il y a beaucoup tu vois, de transhumanistes, on va dire, de pensée transhumaniste du côté de la tech, c'est un truc qui est assez courant. Tu peux pas avoir de On l'a transhumaniste souvent relayé. conservateur, tu vois, parce que toute tentative de biohacking, c'est une C'est insulte assez aux lois de la incompatible. nature, et donc à Dieu. Tout comme créer une super intelligence, ça aussi, c'est une insulte à Dieu. Tout à fait. C'est un truc comme, c'est comme la tour de Babel, quelque part, quoi, tu vois. Et donc, le truc, c'est qu'il y a il y a vraiment, comment dire, un paradoxe fondamental, hein. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les gens de la NatCon, globalement, et donc qui représentent une grande partie de la base de Trump. Et de l'autre, il y a Trump, qui, encore jeudi dernier, avait organisé un dîner avec Zuckerberg, Cook, Nadella, tout le monde, sauf Musk, hein, tiens. Et ça a été un concours d'obséquiosité aberrante de tous les patrons de la tech qui ont encore fait des promesses de milliards sur milliards, que ça en perd tout sens, en fait. Hein, et je rigole même pas. Zuckerberg a dit lui-même, il a avoué lui-même, hein, ça a été capturé vers micro à l'appui, hein, qu'il a dit un chiffre au pif comme ça parce qu'il n'était pas préparé. C'est vraiment extraordinaire. Donc bon. Je l'ai pas vu passer, ça c'est dingue. Putain, c'est vraiment hallucinant. Ah ouais, mais c'est Washington. Je crois que c'est le Washington Post qui l'a sorti, mais enfin, c'est assez fou, quoi. Et bon, le truc, c'est que Trump, il aime ça. La tech, elle paye, elle est très riche, et Trump, il aime beaucoup ça. Comment il va négocier le retournement de sa base et comment la tech va être impactée par tout ça, au niveau politique, hein, forcément, ça va être très intéressant de le suivre. Et on commence en plus à avoir un mélange des genres qui est très étonnant, surtout pour des Américains, puisque l'État commence à prendre des parts d'Intel. Elle commence à lorgner sur des parts d'autres trucs. Hein. Le secrétaire du commerce, Lutnick, a vraiment dit clairement qu'il n'y avait pas qu'Intel forcément qui était concerné. Et il a dit aussi qu'il voulait que les brevets déposés par les universités reviennent à l'État.
Ça, c'est aussi un truc, assez grave, quoi. Donc il y a beaucoup d'intérêts très, très divergents avec plein de gens. Bon, la question n'est pas de savoir si ça va péter, hein, c'est de savoir comment ça va péter. Je viens de regarder effectivement en parallèle, de ce que tu m'indiques, effectivement, il y a, bien cette restitution, enregistrée par le par micro quoi de cette conversation avec, Mark Zuckerberg. Ce qui en fait, une fois de plus quelqu'un de pour le coup, pas très malin en plus, mais bon. Merci beaucoup. Si jamais ce sujet vous intéresse, et si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu le socle du contexte de tous les éléments que Guillaume vient de vous partager, encore une fois, vous pouvez chercher Lumières obscures Tech Café. Vous trouverez ça à peu près partout, que ce soit sur le site internet ou dans votre app de podcast et vous aurez un épisode, je pense qu'il est, intéressant et important d'écouter. On va terminer cet épisode avec une rubrique jeux vidéo, à commencer par, Sony qui a des projets, alors beaucoup plus proches, de nous que la PlayStation 6, mais on va avoir peut-être un aperçu des prochains modèles qui pourraient nous arriver, Guillaume? Oui, bon, on commence cette rubrique jeux vidéo avec 2 scandales surtout, hein, c'est ça le truc. Donc le premier, c'est Sony qui sort une nouvelle PS5 100 digitale avec un SSD un peu plus petit, au même prix. 825 gigaoctets au lieu de 1 téra, mais toujours 500 balles. De la shrinkflation, hein, classique, hein, mais qui touche aussi bien les consoles que les paquets de rillettes. Et donc à partir du 13 septembre, tu pourras acheter une nouvelle PS5 un peu moins bien, pour le même prix. Elle est pas belle la vie. Alors côté Magnifique. Nintendo, on a eu des infos concernant le portage de Star Wars Outlaw sur Switch 2, lequel est très Mmh. bon en fait. Il y avait eu des doutes au début, mais considérant les capacités de la console et les pré-versions. Mais le portage est finalement très bon. Il est proche d'une version Xbox Series S. Il Quand conserve même, même quelques effets ray tracing, et donc c'est quand même une belle performance, hein, vu que la bravo. console est quand même vraiment moins puissante. Mais il y a un mais, ce portage n'existe pas sur cartouche. Il est qu'en démat. Enfin, il existe peut-être sur GameKey, mais bon, donc il est en démat, hein, il n'est pas sur Mmh mh. cartouche. Et donc, il doit être téléchargé sur votre SD ou sur le stockage interne. Mmh. Et en fait, il y a une raison technique à ça, puisque c'est que le jeu stream énormément de données. Et en fait, c'est normal, hein, Outlaw, il a été développé pour des consoles à SSD, et donc forcément, vous streamez les données, c'est assez logique, quoi. Or, le bus cartouche de la Switch 2 n'est pas assez rapide. En C'est fait, très intéressant. il La vache, plafonne c'est à limité par 400, le bus. et oui, OK. il plafonne à 400 mégaoctets secondes, alors que même la carte SD peut atteindre les 800 mégaoctets secondes, et le stockage interne est encore plus rapide. Donc évidemment, quand tu passes du SSD à 400 mégaoctets secondes, c'est très compliqué, donc ils ont dû faire avec, hein. Ils ont déjà évidemment fait des concessions, mais 400 mégas, ils ont dit: «Non mais on le fait pas, ça il y en a marre». Et donc cette limitation technique, qui est quand même issue aussi de la pingorerie de Nintendo, hein, pourrait avoir un impact très négatif, supplémentaire sur le jeu physique encore. D'après Ubisoft, hein, c'est même ce point-là qui les a fait renoncer, plutôt que le prix du stockage. Alors le prix du stockage, c'est un sujet qui a son importance, mais c'est pas forcément un facteur décisif, quoi. Et donc, entre le prix de la cartouche au sens large et la vitesse du bus, Nintendo s'y prendrait pas autrement s'ils voulaient tuer le jeu physique, quoi. Et ça, c'est quand même un comble, je trouve. Ah, c'est un peu pingre, de leur part, c'est vrai que c'est un peu dommage de pas, favoriser l'expérience complète avec le jeu matériel. Je vous l'ai teasé, tout à l'heure, il faut absolument que tu nous relaies cette, belle proposition, qui a été relayée, par Corbett d'ailleurs au passage, d'un joli projet de ce que vous pourriez faire avec un ordi chez vous, Guillaume. Et oui, le jeu physique ne va pas mourir. Et oui, Corben, à qui je fais des bisous d'ailleurs, parce que je dirais pourquoi dans le supplément, m'a fait connaître ce qui est sans doute la plus inutile de toutes les distributions Linux et donc une des plus essentielles. Ça s'appelle le Kazeta OS, le système qui Hein, hein. transforme ton PC en console à cartouche. Alors, condition que tu aies un lecteur de carte SD. Parce que le principe, c'est que tu mets un jeu sur ta carte SD, un Ouais. seul, et ça fait une cartouche. Et quand tu l'insères dans le lecteur de ton PC, le jeu se lance tout de suite, tu allumes ton PC, le jeu se lance, et c'est tout. Comme sur une NES, voilà, pas de système d'exploitation, pas de mise à jour, pas d'installation, pas de soucis. Le PC exécute le jeu et sauvegarde tes parties. Il part évidemment, ça sauvegarde sur le disque de ton PC, quoi, bien Ouais. entendu, mais c'est tout. Tu veux changer de jeu, tu changes de cartouche, voilà, c'est tout. La place sur le disque dur, quel disque dur? Ton compte Electronic Arts, le serveur qui répond pas, un serveur, c'est quoi d'abord? Revenons au plaisir simple, et je dis oui. Et ça marche avec tous les jeux DRM free, anciens et modernes, tant qu'évidemment ils passent sous Linux et ils passent, que vous avez une machine assez puissante pour le faire tourner, bien entendu. Excellent. Bah, écoute, merci, hein, puis vous pouvez aller sur corben.info, vous aurez toutes les infos et de toute façon le lien vers l'article est dans les notes de l'épisode, comme tous les sujets qu'on aborde dans les épisodes de Tech Café. Merci beaucoup Guillaume pour ta préparation de cet épisode hebdo, de Tech Café. Vous aurez bien évidemment votre épisode hebdomadaire qui va arriver en fin de semaine. Je vous en reparlerai. On va faire une grande innovation cette année. On va changer les numéros d'épisodes. Ne paniquez pas tout de suite. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Donc, il y aura un épisode supplément pour aller plus loin dans l'actualité des nouvelles technologies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Vous pourrez peut-être aussi entendre une petite restitution que je compte faire de cet événement de e-sport que sont les finales des Worlds de Fortnite qui ont eu lieu donc à Lyon. En attendant, Guillaume, je pense qu'il est plus que temps d'expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui te découvriraient ou qui voudraient vraiment te trouver quelque part. Où est-ce qu'on peut te trouver, Guillaume? Écoute, moi, on va me retrouver sur Le Bon Coin en train d'acheter 1 kilo de cartes SD pour Ah ben oui, caser tous les jeux que j'ai accumulés au fil des années. effectivement, on a tous des cartes SD de 1 giga, là, comme ça, qu'on va pouvoir. 1 giga, c'est peut-être pas assez? Bon, bah si, Bah, ça remarque, bah dépend si, pour bien quel sûr. jeu, hein. Tu mets Oui, ça Céleste, dépend pour quel jeu, mais il y a plein de Céleste, jeux tu à le mets mettre. sur 1 giga sans problème, je pense, hein. Évidemment. Truc. Ah OK, c'est beau. En vrai, tu as installé Caseta? Tu comptes le faire? En vrai, je l'ai pas installé parce que en vrai, malheureusement, il faudra que je vérifie, mais j'ai peu de PC qui ont un slot SD. Ah d'accord. Ah oui, OK. Eh oui, Bah, le ça, le c'est quand même une petit ordi limitation. PC là, le petit mini PC que j'ai en serveur là, qui tourne avec un Mmh. N100, je pense qu'il a une carte Bah, SD. le mien, non. Il y a pas lecteur de Bon, carte. allez, pensez à vérifier que le mini PC que vous achèterez a un petit port, de carte SD, ça pourra vous être utile plus tard. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez, en vidéo maintenant aussi le vendredi matin en train de visser comme ça des orientations de petites vis pour, mon imprimante 3D. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil. Je le vends pas bien, mais honnêtement, c'est des super moments, que je passe et il y a des discussions au passage qui sont toujours intéressantes. Tu fais ça en Accessoirement, ASMR avec les bruits de vis? pas à ce point-là, parce que les vis rentrent sans faire de bruit, mais j'aimerais Ah, bien dis donc. effectivement arriver à capter le son comme ça, ce serait formidable. Évidemment, je ferai pas que ça, mais c'est vraiment, des chouettes moments à passer et il y a plein de discussions très cool avec, les personnes qui me suivent. Donc merci beaucoup de le faire, sinon vous me retrouvez aussi sur les autres réseaux sociaux un peu plus classiques, Blue Sky, Threads, Instagram. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je ne peux que vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Ne me faites pas faire un bid et promettez-moi que la semaine prochaine, il y aura des soutiens Patreon à citer dans l'épisode de Tech Café Hebdo de la semaine prochaine. Merci donc pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.